émission 954. Cette semaine, Supergirl. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble? Oui, l'ensemble. Benoît Mercier au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont dans les boîtes. C'est très thématique cette semaine. Littéralement, on est dans les boîtes. Autour de boîtes, dans les boîtes. Je vous les présente un instant. Pour lui, le soleil qui a une grosse face méchante dans Mario Bros 3, c'est le soleil de tous les jours. Antoine Pontbriand est avec nous. Salut Antoine. Salut! Hey, c'est mon été où j'ai décidé que je me réconciliais avec le soleil. Fait que... T'as dit ça samedi qu'on s'est croisés. Je le dis à tout le monde parce que là, comme ça, les gens vont pas accepter si je choke une activité extérieure. Ils vont dire non, c'est l'été où tu te réconcilies avec le soleil. Est-ce que tu choquais des activités extérieures à cause du soleil? Pas énormément, là, je dirais, mais je préconisais des activités intérieures. Pourtant, t'as une belle peau, fait que tu dois mettre de la crème. Ben oui, je mets de la crème, pas le choix. Tu sais, je me mets de la crème avec SPF d'en face quand je sors à tous les jours de toute l'année. Oui, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Mais là, quand je passe plus que 20 minutes dehors, faut que je mette de la crème solaire sur le reste de mon corps. De la 50? Je mets de la 60. Je prends pas vraiment de chance. Mais tu sais, on dit que passer 30, ça change pas grand-chose à part le temps de réapplication. Fait que j'en mets d'habitude 2 ou 3 fois dans une journée. Excellent. Mais j'aime pas ça, la texture de la crème solaire. C'est dégueulasse, il y a personne qui aime ça. J'aime pas ça avoir chaud non plus parce que ça me fatigue. Fait que là, c'est pour toutes ces raisons, je restais à l'air climatisé en dedans à jouer à des jeux vidéo pendant une grosse partie de l'été, sauf quand je voyage. Mais là, cet été, j'ai décidé de pas faire ça. Ça sera rester... ton Hot Antoine Summer. Yes! Excellent. Ben oui, c'est ça pour les gens qui écoutent la retransmission vidéo sur Facebook, Twitch ou YouTube. Vous allez voir, le décor est très minimaliste parce qu'il est en train de ne plus n'exister. Il a été démonté. Benoît a découvert Marie Kondo. Oui, pour vrai, si je pouvais être minimaliste, je pense que je le serais. J'ai fait de l'anxiété en faisant des boîtes dans les c'est quand tu déménages qu'on se rend compte qu'on accumule beaucoup de stock. Et que le stock nous possède finalement. Tu deviens le gardien de ton stock. Comme Tyler Durden disait. Exactement. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est ça, et je l'ai dit, je pense la semaine passée, peut-être pour aussi les membres Patreon, je l'ai annoncé, mais je déménage ce samedi, donc dans 6 jours exactement. Parce que c'est un assis d'appartement de marde. Et je suis vraiment, vraiment tanné. Et j'ai eu une opportunité incroyable de pouvoir déménager dans mon ancien hood. Pas exactement mon ancien hood, mais dans le Rosemont-Petite-Patrie, sur une rue tranquille. Ici, je suis sur un boulevard. Puis j'en ai parlé au fil des années, des problèmes de... Écoute, c'est rendu presque salubrité aussi. Là. Les voisins, ça crie, il n'y a pas d'insonorisation. J'étais très chanceux, j'ai pas payé beaucoup de loyer pendant plusieurs années, mais je pense que là, c'est une question de qualité de vie. Et donc, j'ai eu une opportunité de trouver un appart. Ça a été signé, mon propriétaire actuel a signé la résiliation. Et je déménage un appartement qui vient d'être rénové, avec des propriétaires qui sont au sous-sol, ou plutôt au premier. Donc, s'il y a un problème, j'ose espérer qu'ils vont l'adresser au lieu de faire ce que lui ici fait, c'est de le laisser aller parce que si tu le regardes pas, c'est le chat de Schrödinger. Il est à la fois pas brisé et brisé en même temps dans une boîte. Fait que c'est ça. Écoute, c'est le gift that keeps on giving parce que même si je pars samedi, je te l'ai dit tantôt, mais hier, on n'a pas été capable de sortir du bloc pendant quelques instants parce que ma voisine, la poignée de la sortie du bloc lui est restée dans les mains. The house won't let you leave. Exactement. Fait que c'est jusqu'à la fin. Puis écoute, pour l'anecdote, là, parce que je sais que les gens aiment ça quand je parle de cette histoire-là, ces histoires-là, parce qu'il y en a eu, Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup. C'est moi qui appelle le propriétaire, c'est moi qui ai fini par ouvrir la porte avec une pince, et c'est moi qui ai aussi envoyé le nom d'un serrurier parce qu'il était venu il y a un serrurier qui était venu cet hiver régler ma porte à moi, et c'est moi qui ai envoyé aussi les photos au serrurier parce que mon propriétaire savait pas comment, il voulait que moi je m'en charge. Puis quand le serrurier a dit c'est beau, je m'en viens, il m'a dit l'adresse s'il te plaît. Fait que le propriétaire il avait même pas donné l'adresse pour venir régler la situation. Fait que c'était réglé. Ça a été super le fun pendant que je négociais avec mes... pas que je négociais, mais je transmettais l'information à mes voisins de palier, qu'une fille que je fréquentais pensait que son nouveau chum juste devant moi. On s'est salué, puis j'étais comme juste c'est le fun, hein? Puis après, j'ai ramassé la vieille serrure que le serrurier avait juste laissé traîner dans l'escalier d'entrée pour que mon t-shirt, ma belle chemise en fait, se déchire en deux sur mon dos. Là, j'étais comme là. Sacrément. Faut juste que je crisse mon camp de cette appart-là. Ça n'a pas rapport. Fait que j'ai bien hâte. C'est 6 samedis. Écoute, il y a
Plein d'affaires encore à faire. Pour ça que la semaine prochaine, je vous fais quand même un show parce que je vais avoir une entrevue avec Jérémy Larouche, l'humoriste, qui fait un show sur Batman, inspiré de Batman, un peu comme il avait fait avec Harry Potter dans le temps. Et aussi Nicolas Archambault, qui est programmateur pour le festival Fantasia, qui est un habitué de l'émission, vient chaque année, ben là, il va être là. Fait que la semaine prochaine, vous allez avoir la combinaison des deux. Vous allez avoir un show préenregistré. Donc, on ne skip pas une semaine. Fait que demain, quand je finis tout ça, après, je pack mon stock. Ben oui. Puis il me restera plus grand chose là, à régler. Puis après, dans le fond, tu vas avoir comme une semaine et demie avant d'avoir à te set-up. Exactement. Puis tu sais, peut-être que ce sera pas un gros sujet là, au retour parce que j'ai encore bien des affaires à faire, mais tu sais, il va y avoir pas d'écart entre les Lavigueurs déménagent. Oui, toutes les émissions. On refait tous les films de David Lynch une fois de plus, comme on a fait dans Bifurcation. Oh my God. mais ton appart actuel, il a toujours pas été loué, je pense. Actuel, non, il est pas loué. C'est ça. Fait que si jamais, tu sais, il a été occupé par Rémi Fréchette, par Benoît Mercier. Ça a été le studio des Mystérieux Étonnants pendant 8 ans. Oui, 6 ans. J'ai été ici 6 ans, ouais, c'est ça. Bon, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Je pense que pour vrai, il y a bien des gens qui endurent les problèmes auxquels que moi je fais face. Ouais. C'est juste parce que c'est une accumulation. Oh, ouais. J'ai plus 20 ans. Là. Je pense qu'avoir 20 ans, cet appart-là, il serait génial. Non, puis faites pas ça juste pour aider Ben. C'est pas sa responsabilité de trouver quelqu'un d'autre. Son bail est résilié. Il est résilié, c'est signé. J'ai mis une annonce, puis en fait, j'ai dit au monde si quelqu'un venait me voir que j'estimais de... Voici les problèmes, la liste des problèmes. Mais pour vrai, vous êtes bien situé, c'est à côté du métro Jory. Si ça vous intéresse, pour vrai, écrivez-moi. Si vous êtes dans la merde, là, on a passé le 1er juillet, puis le 1er juillet au Québec, c'est la date de la fin des bails souvent. Puis vous cherchez un appart pas loin, quand même assez grand, parce que c'est un 3,5, mais 4 en fait. Ouais, c'est un 4,5, c'est un 4,5 bien situé. Écrivez-moi, je vais vous donner le numéro du propriétaire. J'ai mis une petite pancarte parce que justement, le propriétaire, le matin même, hier, m'a demandé de l'installer. Il t'a demandé, toi, d'installer une pancarte à louer? Ouais, que j'ai dû, moi, acheter. Ben là, sacrément. Pourquoi tu l'as acheté? Pourquoi t'as pas juste écrit à louer sur les papiers? Parce que j'allais anyway au Ronat du quartier. Puis c'était 2$. Je l'ai acheté, je l'ai fixé. Mais tu penses que j'ai pas... Tu l'as-tu vu? Non. C'est gros comme une feuille de papier. J'ai pas remarqué. J'ai pas pris une grosse affiche à 5$. Là. C'est pas vrai. Là. C'est pas moi qui fais ça. Là. Non. Ça va être sa responsabilité après. On arrête de parler de ça. Ouais. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que là, on est dans un décor très minimaliste. C'est la dernière fois que vous allez voir ce décor-là en vidéo. Absolument, mais les étagères en arrière de moi sont vides. Je veux remercier du monde. La table qui est utilisée pour le studio des Mystérieux Étonnants, où est-ce que je m'en vais? Il n'y a pas assez de place. Il y a Jason Dénommé, qui est notre tech, qui va la récupérer pour ses besoins à lui. Jason nous a souvent aidé dans les lives des Mystérieux Étonnants. Ça va aller à quelqu'un qui va l'utiliser à bon escient. Mais il m'a toujours dit... en fait, il me l'a répété plusieurs fois. Si la table, éventuellement, t'en as besoin nouveau, il va m'en redonner. Fait que ça, puis j'y fais confiance, cool. Jason. Fait que ça, c'est très cool. Je remercie aussi Benjamin qui est venu chercher du stock qui était dans le décor, des BD, un auditeur qui même avait un appartement pour moi à l'époque que là, je savais pas où j'allais aboutir. Lui, il était comme, j'ai quelque chose qui se libère en septembre. Fait que ça, c'était une option. Ça m'a enlevé énormément de stress. Puis aussi pour la réaction des gens sur le Patreon des Mystérieux Étonnants, parce que j'ai annoncé que là, en ce moment, faire du contenu, là, c'est impossible. Là. C'est déjà difficile de faire un show à chaque semaine. Puis le monde se sont montrés super cool avec ça. Fait que merci à tout le monde. Ça, c'est une manière de me supporter, de savoir là, que vous me laissez le temps. Là. C'est beaucoup de choses à jongler, déménager. Antoine m'a expliqué qu'il l'a fait souvent dans sa vie. J'ai déménagé souvent. Mais je pense que je t'avais dit que j'avais eu 10 appartements. Finalement, c'est peut-être 8. Là. J'ai compté c'est quand après. Même beaucoup, c'est quand même beaucoup. Mais c'est ça. 3 appartements à Sherbrooke. Ah, t'étais à Sherbrooke aussi? Ouais, j'étais à Sherbrooke. T'as étudié à Sherbrooke? Oui, j'ai étudié à Sherbrooke. J'habitais là en même temps que... Rémi vient de là. Oui, c'est vrai. Rémi Fréchette vient de Sherbrooke. Puis, tu sais, quand on s'est connus à Montréal, on s'est parlé de notre vie à Sherbrooke. C'est sûr qu'on a été à des endroits en même temps, au même moment. Comme toi, tu venais de la Prairie, puis moi, j'étais de Brossard dans le temps, puis on parle des mêmes spots qu'on connaissait. Mais il y a quand même on a quand même une différence d'âge, puis moi, j'étais... tu veux dire que je suis vieux? Non, mais je veux dire, moi, je suis parti à 17 ans de la Prairie. Fait que, il n'y a pas de moment... T'es probablement parti en même temps que moi. Oui, parce peut-être. que je suis parti, j'avais 26 ans, quelque chose comme ça. OK. Peut-être même plus, ça se peut. Ouais, je suis parti tard. Fait que, c'est ça. Fait que Rémi et moi, on a sûrement... on est allés aux mêmes places au même moment, on a fréquenté les mêmes lieux, mais on se connaissait pas. Techniquement, en ce moment, tu fréquentes un lieu que Rémi a fréquenté. Eh boy! Hein? Il a habité ici combien de temps? Il a habité, je pense, ici 3 ans. OK. Fait que quand il arrive de quoi dans le blog, souvent j'y écris. Oui. Voici ce qui s'est passé. Fait que écoute, Antoine, je trouve ça vraiment cool parce que dans les 2 dernières semaines, j'ai reçu plein de messages vocaux d'auditeurs. J'en ai 3 au total. Yes. Fait qu'on va aller écouter ça. Dans l'ordre, je pense que je l'ai reçu. On va commencer avec Michael.
Salut les mystérieux, c'est Michael qui habite en France. J'arrive à Québec vendredi et je voulais savoir si vous auriez quelques suggestions d'activités, d'expositions, de faire quoi que ce soit dans la culture populaire, dans la geekness pour les 3 prochaines semaines, le temps où je serai par chez nous. OK, merci. Merci, Mickaël, pour ton message. Bon voyage. Bon voyage. T'es revenu pour. Mais là, ça fait déjà, je pense, 2 semaines à peu près, parce qu'il est sorti, ce message-là. Je l'ai reçu l'émission avant. Fait qu'il va manquer Fantasia, mettons. Là. Ouais, je pense qu'il va manquer Fantasia, parce que moi aussi, j'avais pensé à Fantasia. J'aurais dit Fantasia, absolument. Il y avait le Comic-Con la fin de semaine dernière. Oui, aussi. c'est vrai. Comic-Con de Montréal. Ben, j'imagine qu'il est allé. Oui, il y en a où t'es peut-être au courant. Je sais pas, j'imagine. Quoi d'autre qui s'en vient? Il y a plein de festivals extérieurs durant l'été à Montréal. Ouais, ben là, le festival de jazz est terminé. Il y a le festival Juste pour rire qui s'en vient, mais je sais plus exactement c'est quoi les dates. Puis il y a toujours des affaires à faire à Montréal. On est tellement chanceux, là, pour vrai. Tu fais juste te promener. Ah, il y a cette semaine, à partir de jeudi, ben là, on est lundi, là, on est en direct, c'est bon. Ouais. Le 7, c'est jeudi, je pense, le 7 ou le 9. En tout cas, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est le Plaza Palooza à la Plaza Saint-Hubert. C'est-tu vrai? Ouais. OK. Puis, je sais pas l'ensemble des activités, mais jeudi, il y a un show de DVTR avec Alex Ferns et Annie-Claude Deschaines, 3 artistes musicaux que j'aime beaucoup, qui font un show gratuit sur la Plaza. Fait que, à côté de chez nous maintenant, ça va être à côté de chez nous. Exactement, tu vas pas être tout à fait rendu là encore, non. Mais... moi, c'est samedi que je déménage. Ouais, mais c'est jeudi de cette semaine. Ah, c'est jeudi, ok. Ouais, je vais être plutôt dans les boîtes. Ouais. Il y a d'autres affaires aussi, là. Fait que Plaza Palooza, puis si tu restes jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 19, 20, 21, là, il y a bien de la lutte. Hein. Il y a trois galas de lutte. Là, ça fait des semaines que j'en parle, mais je pense que c'est le 24, le 25 et le 26. Le 24, c'est OH Gang Plaza. Ouais. C'est le retour de Sans Restriction Chrono, qui est la fédération de Kevin Raphaël, qui est un animateur qui fait dans le sportif. Il a sa propre fédération dans le sport. C'est lui aussi qui anime avec Pat Laprade la version francophone de la WWE. Le 25, c'est Mystery Wrestling au Ben Mathieu. Toi, t'as tes billets, Antoine. Oui. J'ai mes billets, Antoine. Johan va être là. Il va y avoir aussi des auditeurs des Mystérieux Étonnants. C'est une fédération de Evo Luno, anciennement de AEW, qui fait comme de la lutte wacky avec des noms, des fois qui se peuvent pas, là, des gros noms qui pop. Et aussi le samedi, encore une fois, une grosse. Là, c'est plusieurs. On dirait que ça grossit. Là. T'as l'Hoche Gang après le Ben Mathieu. Puis là, t'as le pay-per-view Redemption, un pay-per-view qui a été fait pour Montréal de la AEW. Fait que moi, à date, j'ai mes billets pour le samedi. Puis t'as oublié, il y en a un autre avant ça. Le Battle War le 19. Le 19 juillet, c'est le Battle War Pool Party. Yes, qui me tente aussi. Fait que là, je sais pas, là, mais les finances vont être plus restreintes là, depuis quand je vais déménager. Ouais. Fait que... Mais ça me tente. Là. Mais en tout cas, tu sais, ça fait très peu longtemps que je m'intéresse à la lutte montréalaise. Là. C'est toi qui m'as introduit à ça, puis j'en entendais parler grâce à, tu sais, dans le temps des CDR, Mathieu Niquette qui parlait de ça beaucoup. Fait que là, tu sais, je suis comme au fait un peu de ces affaires-là, mais j'ai l'impression qu'il y en a tellement. Mais c'est peut-être la saison aussi pendant l'été, là. Je pense que là, c'est juste que ça arrive tout un peu en même temps. Excuse-moi, il y a comme... lutte de Ben Mathieu, super cool comme... Oui, c'est ça, Jean Léger. C'est vraiment une très belle place. J'avais assisté à des matchs de la fédération, la FLQ, qui n'existe plus aujourd'hui. Okay. Je parle pas de la fédération. Je pense pas du gros recoupement politique. Les spectacles du Front de libération du Québec. Oui, ça saignait pas mal dans ces matchs-là. Mais je suis pas retourné depuis. Puis j'ai bien hâte. T'as déjà vu de la lutte au Ben Mathieu? Oui, okay. pour le FLQ. Puis là, dans le fond... le ring est dans ce qui est en fait un... Dans le bain. Dans le bain. Puis le public est autour. Ah, c'est malade. Puis il y a un côté où il y a plus de sièges comme... qui va vers l'arrière un peu de la scène. Il y a plus de rangées. Il y a une partie du bain qui est occupée par du public. Là. Exact. Je me souviens pas si... Oui, je pense qu'il y a une partie, mais ça, c'est comme des billets. Il faut que tu payes plus. Okay. Après moi, nous autres, on a une admission générale. Ouais. Mais je me répète, mais il y a des auditeurs des Mystérieux Étonnants qui vont être là. Toi, tu vas être là. Yoann va être là. Mon ami Marie-Ève va être là. On va être une bonne gang. Fred du Discord également va être là. Si vous vous joignez à nous, faites-nous signe sur le Discord ou ben@mystérieuxétonnants.com. On va s'arranger pour arriver en même temps et se garder des places. Ouais. Ça va être vraiment une belle soirée. Pour vrai, si vous n'êtes pas allé encore à la lutte,
écoute et que vous êtes sceptique, que vous avez juste des vagues souvenirs de votre enfance, donnez-y une chance. Tu sais, pour vrai, là, c'est super le fun, c'est participatif, c'est drôle, c'est divertissant. C'est intelligent aussi. C'est intelligent, oui, absolument. Ben oui, Robert Lepage, j'ai trippé là-dessus. Il est très full là-dessus. Ben oui, c'est ça. Fait que peut-être on va le voir à Mystery Wrestling, je sais pas. Ben, à date, on l'a pas vu dans un événement. Peut-être que lui, il fait les événements de Québec. Ah oui, ben oui, c'est vrai, il habite à Québec. Il habite à Québec. Fait que voilà, Michael, si t'es... j'espère que... Bon, on t'a suggéré quelques trucs. On sort pas tant que ça, finalement, je pense. C'est ça, la fin. Ben, pour vrai, moi, je sors quand même pas mal. Oui, tu vois surtout des shows de musique. Oui, il y a beaucoup de shows de musique, sûrement qui s'en viennent aussi, là, mais j'en ai pas qui me viennent en tête pour l'instant, parce que là, le festival de jazz et les Franco viennent de se terminer. Ouais. Là, j'ai vu pas mal d'affaires à ces moments-là. Mais Michael, je sais pas si ça fait combien de temps que tu es en France, mais il y a aussi le site d'Urbania que tu peux consulter, qui a souvent des bonnes suggestions de sorties culturelles. Ça peut être une bonne... Je sais pas s'il est familier avec ça, mais Urbania, tu regarderas ça. Merci, Michael. Maintenant, on va écouter le message de Jean-Sébastien. Salut les mystérieux, c'est Jean-Sébastien de la capitale du Nord, Sept-Îles. J'aurais une question et ou suggestion pour Ben. Est-ce que tu aurais vu la série Widows Bay? C'est sur Apple, si je me trompe pas. Si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé? Si tu l'as pas vu, il faudrait que tu l'écoutes. Ça ressemble beaucoup à Midnight Mass, que je pense que tu as vraiment beaucoup aimé. Ouais. C'est vraiment dans le même style, un peu à la King. Fait que c'est ça. Je voudrais juste savoir qu'est-ce que tu en penses. Merci. Merci Jean-Sébastien, merci de nous écouter. Je ne l'ai pas vu encore, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Moi aussi, tout le monde m'en parle, je ne l'ai pas regardé encore. Puis on dirait que tout le monde en a parlé à partir du moment que la première saison était finie. Je sais pas si tu as remarqué ça. Ah, je pensais qu'il y avait juste une saison. Hein. Ben, je sais pas s'il va y avoir une deuxième saison, mais la première saison est finie, est complétée depuis quelques temps. Oui, je sais parce qu'elle est dans le Plex de mon ami. Il n'attend que moi. Mais tu es abonné à Apple TV aussi? Non, pas Apple TV. Okay. C'est un des seuls auxquels je suis pas abonné. Écoute, je suis abonné à Prime, Disney+, Crave, puis Netflix. Fait que je pense qu'à un moment donné, c'est déjà pas mal. Ouais. Ils ont déjà pas mal mon argent. Puis des fois, je trouve même pas ce que j'ai besoin. C'est fou. J'ai regardé d'ailleurs, j'en ai parlé en fin de semaine quand on s'est vu, que j'ai écouté Obsession. Oui. J'étais prêt à le louer. Ouais. Pour le louer, c'était 34$. Ah oui, mais il y a une fenêtre entre le cinéma puis le wide release à la maison où est-ce que tu payes un prix de cinéma, mettons, parce que tu sais, un film comme Obsession, tu vas acheter une fois la location, mais ça va être pour toi puis tes enfants, évidemment. Un film comme Obsession. Oui, oui, c'est vrai, tu veux présenter ça à tes enfants de 5 ans. Mais oui, c'est ça prend en considération que tu payes une fois pour un foyer puis que tu le regardes en gang. Ouais. Mais ouais, quand c'est dans cette période-là, moi, j'attends un peu. J'ai attendu. Mais sinon, Jean-Sébastien, je sais que... oui, Widows Bay, c'est comme un genre de whodunit crime slasher dans une petite ville. Ça fait très King. On m'a dit que c'était un peu humoristique sur les bars également. Il y a The Burrows qui me tentait, mais là, ça a l'air qu'il n'y aura pas de deuxième saison. Fait que là, j'ai pas tant envie de m'investir dans une série qui se complète pas. Mais je suis un gros fan de The Burbs, c'est que ça a l'air un peu gratter ce petit itch-là. Widows Bay, oui, éventuellement, je vais m'y plonger, mais c'est pas encore. Ça se passe en Nouvelle-Angleterre. Ah, c'est ça, c'est très cosy, King, ça. Ben oui. C'est mon genre de jam, ça. Ouais. Et dernier message vocal de Maximilien. Salut les mystérieux étonnants, je suis en train de faire Hades 2 après avoir fait Hades 1, puis ça m'a comme ouvert les horizons sur toute la mythologie grecque. J'avais déjà joué au God of War un peu dans le temps, mais là je trippe solide, ça m'a fait demander, je serais curieux de savoir quelle est votre mythologie préférée à vous et pourquoi, qu'est-ce qui vous a donné accès à cette mythologie-là? Continuez votre bon programme. Merci, salut. Merci à toi, Maximilien. Merci pour ton message. Merci de nous écouter. On va commencer avec toi, Antoine. Ma mythologie préférée. Oui, c'est un lore préféré. Ouais, c'est ça, un lore. Ben, tu sais, j'aime beaucoup la mythologie grecque, c'est sûr. Tout ce qui est antiquité, là, d'habitude, j'aime vraiment ça. Mais c'est pas tant pour l'aspect mythologique que pour juste je sais pas comment décrire, là, mais l'ambiance qui régnait à ces époques-là, l'Empire romain. On dit que les hommes pensent souvent à l'Empire romain. C'est pas faux. Dans mon cas, je pense souvent à l'Empire romain. Des fois, ouais, c'est ça. Mais je suis pas très calé en mythologie, mais j'ai été endoctriné par la mythologie chrétienne à un jeune âge. Ah. T'étais-tu chrétien, toi? J'étais dans une famille typique où est-ce qu'on allait à l'église à l'occasion. Les grands-parents étaient très religieux. Mais non, mais je dirais pas que je suis fan. Fan de chrétienté. Non, pas tant. Toi, Benoît? Moi, c'est Star Wars quand j'étais jeune.
Si on parle de... c'est le lore au grand complet. Oui, le lore, OK. Mais j'ai pas de mythologie. Je pense pas que je connais assez la mythologie pour dire que j'ai une mythologie préférée. En termes de lore plus fictionnel, Star Wars était gros quand j'étais jeune. J'avais plein de livres de Star Wars. J'étais un obsédé. J'étais vraiment obsédé par l'Expanded Universe qui était très chambranlant jadis parce que t'avais des romans, des livres, des jeux vidéo, tout ça essayait de fonctionner puis ça marchait pas vraiment, mais j'étais fasciné par ces détails-là. J'étais un gros geek de Star Wars, j'ai passé mon adolescence beaucoup trempé là-dedans. Puis sinon, Star Trek, qui est l'autre équivalent, mais version plus philosophique, plus humaniste, qui m'a ouvert l'esprit à des idées que je trouve encore pertinentes et intéressantes aujourd'hui. Il y a des épisodes de Star Trek que je trouve encore très, très puissants, qui ont ouvert des très bonnes questions. Puis tu sais, ils n'ont pas tout le temps les réponses, mais des fois, se poser la question, c'est mieux qu'avoir la réponse. Fait que ça, c'est une autre mythologie que j'ai beaucoup aimé. Puis de temps en temps, je tombe dans des trucs genre des loopholes ou des loops, des clickholes style Transformers et autres. Là. Je suis un gros geek pour lire là-dessus. J'en ai parlé pendant un bout au Mystérieux, mais le lore de Transformers là, est très, 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 très très vaste. Ils ont même des coordonnées pour parler de ça vient-tu des livres, ça vient-tu des films, ça vient-tu des comics. Ils ont comme des coordonnées pour parler des timelines parce qu'il y a plusieurs timelines. Fait que ils ont-tu un tu sais parce que Star Wars il y a comme un gatekeeper du timeline, du canon. Je sais pas s'ils en ont chez Hasbro, mais c'est parce que Transformers, chaque admettons, médium a un peu sa propre timeline. C'est comme le comics en ce moment chez Skybound, c'est son propre truc. Les anciens comics, c'est leur propre truc. Puis t'as même les comics britanniques qui étaient leur propre timeline. Mais tout ça s'influence. Il y a des éléments qui empruntent un à l'autre. Là. Mais je pense pas qu'il y a quelqu'un qui s'occupe du lore, mais il doit y avoir des spécialistes de lore. Ouais. Parce que la franchise, elle a pas vraiment rajeuni son public. Hey, salut les enfants, c'est Laurent Boutin. C'est cosy aujourd'hui. Oui, je t'avais averti, il y a moins de place. On a enlevé la table est derrière moi. Jason va venir la récupérer prochainement. Fait que je suis désolé, il y a moins de place pour tes jambes, Laurent. Oui, mais... T'aimes ça? Ouais. Le changement. T'as du vent sur toi aussi. Je me suis dit que je faisais mes adieux à ce building où nous avons vécu tant d'émotions. Ah oui. D'ailleurs, j'ai failli ne pas être capable de sortir hier. Ça, je disais aux auditeurs puis à Antoine. La porte de la poignée de sortie du bloc est restée dans la main de ma voisine. Of course. C'est comme le building veut te garder prisonnier. C'est ça que Antoine disait. Non, on t'en ira jamais. À Amityville, l'esprit disait get out. Là. C'est ça. Il dit reste. Oh boy. Fait que merci à tous ceux qui ont envoyé des messages vocaux. Si vous voulez faire comme eux, questions, commentaires, suggestions, n'importe quoi, l'adresse est dans le descriptif de l'épisode. Ça vous amène vers une plateforme qui s'appelle SpeakPipe, puis vous pouvez écouter votre message avant de l'envoyer. Fait qu'en espérant d'en avoir pour le prochain show avec des personnes, le prochain show live dans 2 semaines, parce que le prochain épisode, ça sera des entrevues, mais dans 2 semaines, ce serait le fun d'avoir des petits messages vocaux comme ça. J'aime bien ça. C'est le fun de vous entendre. Puis tu sais, du monde de partout, là, Sept-Îles, tu sais, quelqu'un qui vient de la France. C'est vraiment génial. Sept-Îles, la France. C'est partout. Tournée mondiale. Exactement. On va commencer les nouvelles avec toi, Antoine. Qu'est-ce que tu avais de Ça n'avait pas commencé les nouvelles? Non, on a écouté les messages vocaux. Ben je suis désolé. On se dit que peut-être on va avoir moins à dire sur le film. J'ai juste des mauvaises nouvelles. OK. Yeah! Ben attends, j'ai 2 mauvaises nouvelles. Une nouvelle neutre, puis... j'ai 3 mauvaises... Ah non, j'ai 3 mauvaises nouvelles. OK. Puis sinon, j'ai une bonne nouvelle dont tout le monde va se crisser. OK. On pourrait commencer par ça. Vas-y donc, c'est quoi? Hey, vendredi, c'était le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce. Cool. Ouais, voilà. Étais-tu là? Non, j'étais pas là. Ça s'est fait au Madison Square Garden à New York. C'est fait au Madison Square Garden? Oui, mais un setup très intime pour seulement 1000 personnes. OK, mais il y avait de la police tout autour, puis il y avait des fans tout autour du Madison Square Garden. Ouais. Puis quand ça a été fait, tu sais, il n'y a pas eu de photos, d'images vraiment qui ont leaké, là, mais quand ça a été fait, ils ont mis des billboards un peu partout dans la ville pour dire c'est quoi donc? C'est Just Married, mais Just TNT Married. Pour voilà. Fait que non, ça a l'air qu'ils ont décoré le Madison Square Garden comme une forêt, là, comme un jardin. C'était un lieu très enchanteur et intime malgré le gros espace. Puis c'est ça, le power couple de l'heure. Et maintenant... Toi, t'es un Swiftie, hein, c'est ça? Écoute, je suis fan de Taylor Swift. J'aime beaucoup sa musique, puis je l'aime comme artiste. Sa vie personnelle m'intéresse pas tant que ça. Puis je pense que l'appellation Swiftie a une connotation qui va un peu plus loin que juste apprécier sa musique. OK, comme plus obsédé. Genre, je suis pas obsédé tant
que ça. J'ai des petits bracelets, là. Ah, OK, c'est plus que moi. C'est ça. Mais non, mais c'est ça, on est allé voir parce qu'il avait passé son Eras Tour au cinéma. Puis j'étais allé avec des amis, puis on s'était fait des friendship bracelets, comme les fans font pendant les C'était-tu rempli? J'imagine que ça devait être plein. Non, mais c'était pas une représentation. Ça jouait pendant des semaines. Fait que je suis allé le voir dans une salle VIP avec... C'était ma première expérience dans une salle de cinéma VIP. À Brossard? Non, au Forum. Au Forum, OK. Ouais, à Montréal. Puis il y avait, on s'était commandé des nachos, des pichettes de bière. Puis on était là pour 3 heures. Là, puis on était là. Puis elle donne un très bon show. Je suis sûr. Tu sais, comme ma blonde aimait pas Taylor Swift, elle est allée voir ça. Puis elle a fait comme, OK, j'admire son... Ta blonde aussi une convertie de la lutte? Oui, nous autres, elle est venue voir Battle War, absolument. Fait qu'elle va être là au prochain, c'est sûr. Nice, excellent. Ouais. Fait que c'est une petite nouvelle comme ça, juste pour parler de... Mais oui. Toi, Laurent, qu'est-ce que tu as dans ton côté? Moi aussi, j'ai des bonnes nouvelles. T'as-tu Moi, j'ai des pas de bonnes mauvaises. nouvelles? J'ai pas de mauvaises nouvelles. Moi, c'est neutre. J'ai que des bonnes nouvelles. OK. Puis la première concerne... en fait, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle amusante. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. On saura en temps et lieu. Des nouvelles de mopettes. Mais là, ça peut qu'être une bonne nouvelle. Ben, c'est ça que je pense. Sauf que c'est aussi une nouvelle de crossover. Puis ça... Ouais, ça dépend. Ça dépend. C'est hit and miss. Crossover Godzilla? Écoute, j'ai des nouvelles de Godzilla. Écoute, les choses... peut-être se peuvent parce qu'en fait, le crossover, c'est un comic, un gros one-shot qui s'en vient en septembre, qui s'appelle The Muppet Take de Marvel Universe. On va en parler. Ben oui. Oui, on va en parler. C'est sûr qu'on va en parler. Mais fait que c'est comme dans la lignée des crossovers qu'on a lus récemment, de Spider-Man, Superman, puis toutes les affaires. C'est-à-dire donc plusieurs histoires courtes par différents auteurs dans... Ouais. Et le plus célèbre d'entre tous, c'est Jays of Silent Bob. Jays of Future Past. Jays of Future Past. Ben ça, c'était quand même une histoire longue. C'était complet, oui, j'avoue. Oui, c'est ça. C'est ça, là, on parle, tu sais, il y a comme une histoire où Rolf se fait kidnapper par, j'ai déjà oublié qui, mais qui est sauvé par des Avengers. Il y a une histoire, ça a l'air, où Doctor Strange est sorti d'un impasse par le Swedish Chef. Puis un crossover de Pigs in Space, qui est, si vous rappellerez les skits de Miss Piggy avec d'autres cochons dans l'espace, qui est comme genre Star Trek, mais où est-ce qu'il croiserait Rocket Raccoon et Groot. Là, moi, je suis dans. Puis non, ironiquement, Laurent et moi, on est des fans des Muppets. Moi aussi, j'adore les Muppets. Tout ça est chapeauté par Chips Darsky. Quand même. C'est quand même ouais, c'est ça. C'est quand même un gage de qualité. Je suis quand même intrigué. Écoute, tout ça sort chez Marvel Comics le 23 septembre. C'est ça, en fait. Là, tout ça, Marvel et les Muppets appartiennent à Disney. C'est pour ça qu'on peut faire ça. Mais il y a eu récemment beaucoup de crossovers de Godzilla et du Marvel Universe. Dont eux qu'on a aimé il n'y a pas si longtemps. Ouais. Le plus récent qu'on a parlé. Fait que, tu sais, il n'y a plus 6 degrés de séparation dans tout ça. Il y a possiblement, éventuellement, un moment où il va y avoir dans la même pièce, oui, j'ai dit pièce, Godzilla, les Muppets. C'est le même univers. Ben, ça s'appelle mon salon. il y a comme une question que le monde se pose souvent sur Internet. C'est comme si tu pouvais faire un remake d'un film, tu remplaçais tout le monde par des Muppets, sauf un acteur. Est-ce que vous avez une réponse à ça? C'est une très bonne question. Casablanca. Puis ça serait Humphrey Bogart puis des Muppets? Ouais. Puis c'est Miss Piggy qui joue son intérêt amoureux. Je le vois, là. Ouais, j'avoue. C'est une bonne réponse. Puis toutes les Muppets sont vraiment en noir et blanc. Là, la feutrine est faite en noir et blanc. Puis je pense que ça serait parfait. Moi, la réponse la plus évidente, c'est toujours le Rocky Horror Picture Show. Tu gardes Tim Curry, évidemment. Puis tout le reste du monde, c'est des Muppets. C'est des Muppets. Dans la même lignée, pour un peu plugger notre affaire, Christmas Vacation en Muppets, ça serait pas pire. Puis tu gardes Chevy Chase de l'époque, ça pourrait être pas pire, ça. Ah, ben, il y a déjà des Muppets dans le show live, fait que... Oui, c'est vrai, dans le show live au Club Soda, il y a des Muppets faites par notre ami Laurent. C'est le même qui nous a transformés en Muppets. On a toujours dit qu'on allait faire un épisode à un moment donné que c'était juste des Muppets. Ce qui est un peu absurde parce qu'on est comme en audio. Surtout, celui-là serait en vidéo. Un show live. En plus, là, j'adore les Muppets, mais à chaque fois que je vois genre du backstage de Muppets, je suis comme... Ça a l'air éreintant. Hey, ces gars-là, ils doivent avoir les pires problèmes de dos. C'est comme ils sont tout le temps recroquevillés en train de quelque chose, les bras des airs avec des casques qui se peuvent... En tout cas, je suis comme... Quel job. C'est pour ça que tu sais, empiler les uns sur les autres parce que quelqu'un faut que fasse l'autre bras, genre, tout c'est comme... Mais, l'air d'un calvaire. Mais tu vois le crossover Doctor Who,
Doctor Strange, Swedish Chef, moi je pense que le lien, ce qui les a fait allumer, c'est les mains. Les vraies mains. Doctor Strange a eu une opération à ses mains, il a été blessé aux mains, c'est pour ça qu'il est plus chirurgien. Swedish Chef, ce qui est le plus fucké, c'est en marionnette, c'est qu'il y a des mains d'humains. C'est tout le temps comme... Ben oui, c'est vrai. Fait que sûrement qu'il est capable de lancer des sorts. Et voilà, t'as tout compris. Je savais même pas que Doctor Strange est un vrai docteur. À la base, oui, c'est un docteur. Oui, puis c'est pas parce qu'il est étrange, c'est vraiment son nom. Ok. Il s'appelle Stéphane Strange. Stéphane Strange. Ah oui, parce qu'il faut que ça soit une allitération toujours. Oui, exact. Moi, j'ai une petite nouvelle rapidos concernant Ghostbusters Night Shift, qui est la série d'animation dont j'avais parlé il n'y a pas si longtemps, qui va sortir sur Netflix en 2027. J'ai bien hâte. Même si on a très peu de détails, mais il y a Jason Reitman, qui est le réalisateur de Ghostbusters Afterlife, qui a coécrit Afterlife et aussi Frozen Empire avec Jill Keenan. C'est comme un peu l'héritier, c'est un peu de la franchise, parce que les deux films d'origine, c'est son père qui les a réalisés. Et Jason Reitman, il est producteur exécutif sur cette série-là. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'il a son mot à dire. Okay. Et essentiellement, il a donné quelques petits détails que je trouve assez intéressants. C'est que ce ne sera pas sa propre ligne du temps, ce ne sera pas comme un autre univers. C'est vraiment une série qu'on pourrait écouter back-à-back avec les films. Donc, la façon qu'il a décrit ça, vous pourriez écouter Ghostbusters 1, le 2, puis tomber dans la série, puis après repartir dans Afterlife, puis Frozen Empire. Et ça indique en fait la période durant laquelle cette série-là aurait lieu. Les années 90, que je trouve assez intéressant. Les années 90 avec un cast de personnages dans la vingtaine. L'art qui était sorti, je pensais que c'était des kids. Ça tentait moins. Là, genre, on l'a déjà qu'Afterlife. Mais là, si on parle de personnages dans la vingtaine qui fonctionneraient très bien dans la continuité temporelle de cette franchise-là, maintenant, de multiples produits dérivés. Puis pour les fans de Real Ghostbusters, il nous a rassuré qu'il allait avoir ce petit élément un peu horrifique qui faisait partie du cartoon des années 80. Vous êtes un peu plus jeune que moi, mais moi, j'étais vraiment scotché sur ce cartoon-là. Puis il y a des épisodes qui étaient super bien écrits et très creepy aussi en même temps. Fait qu'on dit qu'on va aller dans cette zone-là, mélange d'humour, côté plus horrifique aussi. Moi, c'était ça, mes bonhommes de Ghostbusters, mais je pense que j'ai jamais vu un épisode de... T'as jamais vu Real Ghostbusters? Il y en a gratuit sur le YouTube officiel. Ouais, sûrement. Non, il y a des épisodes écrits par J. Michael Straczynski, man. Ah ouais? Il y a un épisode avec crossover Cthulhu, à un moment donné. Toi qui aimes les kaiju, il y a littéralement Cthulhu dans... Est-ce que Cthulhu est un kaiju? Mandon spécialiste. Moi j'ai une définition assez lousse de kaiju, là, c'est-à-dire que faut qu'il soit gros et qu'il y ait la destruction urbaine. Fait que le Stay Puft Monster de Ghostbusters, c'est un kaiju. Mais ça amène à la question qu'on se pose souvent. Est-ce que le bébé dans Chérie, j'ai gonflé le bébé compte pour un kaiju? Oui. Définitivement. Hot take, man. Il est gros, puis il y a de la destruction. C'est qui poussait pour faire un épisode de Terre Kaiju sur... C'était Guilla Saint-Cyr, je pense. Il voulait vraiment qu'il y ait un épisode de kaiju. Mais je comprends que c'est, somme toute, là, techniquement, il reste un épisode avec Terre Kaiju, c'est quand il veut faire son genre de méga réunion dans la course, le kit. Moi, je dis qu'il devrait faire au moins Chérie, j'ai gonflé le bébé. Techniquement aussi, c'est moi qui ai le contrôle du fil RSS. Fait qu'on peut tout à fait faire un épisode de Terre Kaiju, mettre sur le fil RSS. T'es le producer, tu peux repartir ça quand tu veux avec d'autres mondes. Un reboot de Terre Kaiju. Ouais, exactement. C'est ça. J'écoute, j'avais pas beaucoup de nouvelles par rapport à ça. Il n'y a pas beaucoup de chair autour de l'os. Puis bien sûr, il y a des détails qui sont à venir concernant Ghostbusters Night Shift, mais je trouve que l'art est superbe. C'est du même studio qui avait travaillé sur la série Teenage Mutant Ninja Turtle. Je pense que c'est Mutant Mayhem, mais vraiment la série qui suivait le dernier film d'animation. Là. J'ai toujours pas fini, mais qui est quand même le fun. Il est bon. La série ou le film? Le film, il est malade. La série est moins bonne, mais quand même correct. Puis l'art était comment? Pas aussi hot que le film, mais... C'est sûr, le film avait... Le film était insane, mais le progrès, c'est... Adéquat. OK, c'est bon. Parfait. Mais sinon, c'est le fun parce qu'on voit de plus en plus de produits culturels qui se passent dans les années 90. Là. La nostalgie est rendue là. Oui, puis moi, je suis bien content parce que c'était mon enfance. C'est une période dont je m'ennuie pas mal de ce temps-ci. Je sais pas. Tu sais, autant que les années 80, c'est très flashy et cool. Tu sais, je l'ai vécu comme une nostalgie d'une époque que j'avais pas vraiment connue. Tu sais. Fait que là, les années 90, c'est hot. Les années 90 puis le début des années 2000. Ouais. Puis la mode revient de ces périodes-là en plus. Hein. Ben oui. C'est cyclique. C'est ça. Time is a flat circle. Yep. C'est quoi ça? True Detective.
J'ai pas vu. Ouais. Saison 1 de True Detective, c'est écœurant. Je sais. Tout le reste, Il faut. C'est de la crise. C'est de la merde. Oui. Même celle avec Judy Foster, la dernière? Je me suis pas rendu là. Okay. J'ai décroché la 3e saison, mais la saison 1, je l'ai vue plusieurs fois, puis j'aime vraiment La saison ça. 1, c'est magnifique. Ouais. C'est un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que tu as de ton côté? Première mauvaise nouvelle, ça date un peu, fait que vous avez sûrement entendu parler de ça à la maison, mais il y a eu une série d'annonces de la part de Sony qui ont déçu énormément les fans. Back-à-back en plus. Back-à-back. Fait que la première nouvelle, c'était qu'ils retiraient environ 550 films de leur plateforme de location et d'achat de films numériques. Ça veut dire que si tu as acheté le film, tu le perds. Donc Terminator 2, par exemple. Ben c'est ça, fait que c'est qu'ils ont perdu une entente qu'il y avait avec Studio Canal, fait que tous les films qui appartiennent à Studio Canal, comme Terminator 2, comme tous les Evil Dead, Apocalypse Now, Mulholland Drive, tous les Rambo, Basic Instinct, Robocop, c'est toutes des affaires de Studio Canal, fait que les gens qui ont payé pour ça les ont pu. Puis, ils seront plus disponibles non plus. Mais tu sais, ça, je veux dire, ces films-là sont pas perdus, sont disponibles ailleurs. Mais c'est juste poche parce que là, ça... Moi, je suis quelqu'un qui collectionne beaucoup les médias physiques. Ouais. Puis, j'ai toujours eu le même discours. Mais là, pour la première fois, c'est vrai. Ça te confirme. Pour la première fois, tu sais, c'est comme, OK, les choses que tu achètes en ligne, tu les possèdes pas vraiment. Tu sais. Ouais. Puis là... Parallèlement à ça, ils ont annoncé après que... c'est un one-two punch un peu crétin. Là. Ils n'ont même pas entendu entre les deux. Je vais y aller dans le désordre. Là, parce que la dernière nouvelle qu'on a appris, c'est qu'à partir de 2028, il y aurait plus aucun jeu en format physique sur PlayStation. Fait que là, tu sais, quand tu mets ces deux nouvelles-là ensemble, ça veut dire... On fait plus tu vas acheter des jeux qu'on va te prendre. Moi, c'est ça que je comprends. Exactement. Mais oui, c'est ça le message que tu envoies. Il n'y a plus de format physique, puis le format numérique, tu le possèdes pas vraiment. Fait que comme fuck you. Là. Ouais, exactement. Ouais, c'est vraiment les mots qui viennent à l'esprit. Comme fait que le PS6 n'aura pas de disc drive, puis il n'y aura plus de nouveaux jeux à partir de 2028 qui vont sortir en format physique. Ce que je trouve vraiment dommage, parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, tu sais, tu peux aller à la bibliothèque puis emprunter des jeux gratuitement. Puis sinon, ben évidemment, toutes les histoires des films aussi. Oui, les films, absolument. Ben là, les films, ça va continuer en format physique quand même, là, mais c'est ça, c'est plate. T'sais, je finissais un jeu, je le prêtais à mon voisin il finissait un jeu, il me le prêtait. Il y avait comme une espèce de... Tu possédais le jeu, tu pouvais le revendre après si tu le voulais pas, tu pouvais le partager avec d'autres personnes. Là, il est pris sur ton username, sur ta console. De toute façon, puis ça se peut que tu le perdes. Fait que ça, c'est vraiment dommage. Puis entre ces deux nouvelles-là, ils ont annoncé que GTA 6... ils ont annoncé la précommande de GTA 6, Grand Theft Auto 6. Le prix de base pour la version standard, c'est 110$ plus taxes canadiens. Ils vont le vendre. Ils vont le vendre à 110. Puis il y a une édition ultime à 140$ canadiens plus taxes. Puis là-dedans, il y a une version physique, mais là, c'est la sortie que la version physique, c'est juste un boîtier avec un code à l'intérieur. Comme Nintendo fait avec la Switch 2. Ouais. Où est-ce que tu as un code dans le boîtier. Fait que ça aussi, c'est de la merde aussi. Tu sais, si t'achètes l'objet physique, c'est pas juste pour avoir la boîte, c'est pour avoir le disque, pour pouvoir le partager, pour pouvoir faire des choses avec. C'est pas le premier jeu qui fait ça. Doom Dark Ages avait fait ça aussi. Là. Mais tu sais, c'est quand même... C'est pas cool. Parce que souvent, tu payes un petit peu plus pour la version physique, mais tu te dis, OK, je vais avoir un petit peu plus de liberté avec mon utilisation de la chose, mais pas dans ce cas-là. Moi, je suis pas familier avec, mettons, acheter des films numériques. Ouais. Est-ce que... Je sais pas comment ça marche en fait. C'est parce que ça reste quand même dans le cloud, mettons. Si tu l'as downloadé, es-tu correct? Tu gardes ton fichier? Tu peux le perdre à partir du moment que ton truc est mis à jour. Puis je pense qu'éventuellement, dépendamment des plateformes, il faut que tu te connectes pour pouvoir continuer à l'utiliser. Peut-être que tu peux rester offline pendant un bout, mais j'imagine qu'après peut-être un mois, là je parle de façon générale, la plateforme te dit il faudrait que tu te connectes pour t'identifier. T'sais, par exemple, moi, à cause des mystérieux, je suis abonné à Photoshop. Puis oui, je peux l'utiliser quand je suis offline, mais après un moment, il va me le demander. Parce qu'il va se dire, y a-tu partagé sa copie avec quelqu'un d'autre, puis y a-tu plus qu'une utilisation, puis... Fait qu'il faut que tu ping back au serveur à un moment donné. C'est comme niaiseux parce que, tu sais, la seule bonne raison d'acheter des films numériques, c'est de être smart, mettons. Ouais. Puis t'es comme, je vais pas le pirater, ce qui est souvent moins compliqué maintenant. Puis que genre, je vais l'acheter parce que je pense que là, c'est important. Puis là, tu te fais comme entubé par la compagnie. C'est comme si tout ça était géré par des sociopathes. C'est bizarre, hein? Ouais.
Mais tu sais, je sais pas, le Studio Canal pourrait faire un genre de « Hey, vous perdez votre droit sur le PlayStation Store, mais on vous donne un code pour pouvoir le downloader sur iTunes ou quelque chose comme ça. » Tu sais, il pourrait y avoir quelque chose qui est fait pour les gens. Il y a sûrement des gens qui ont dépensé des centaines de dollars dans c'est des clair films que comme des gens qui sont furieux en ce moment. C'est dommage. Puis, tu sais, il y a quand même des avantages à avoir les films en format numérique. Moi, je suis too far gone. Là. J'ai trop une grosse collection de films en format physique. Mais toi, t'as compris, en fait, avant Ouais, non, le temps, mais je peux plus revenir en arrière. Ouais. Il y a des matins où je me réveille puis je suis comme, hey, j'aurais tellement aimé ça, juste avoir tout ça sur un disque dur puis pouvoir être comme léger comme T'aurais-tu l'air. vraiment aimé ça? Je sais pas. Les éditions que t'achètes me font croire que non, parce que t'as quand même une très belle édition. Ouais, j'achète des affaires. Moi, je pense que comme moi, c'est quand je déménage que je me dis ça. Exact. En ce moment, je fais de l'anxiété, moi. Une bonne liseuse. Oui. Ouais, j'ai pas investi là-dedans. Tu sais, le trois mais, quarts tu sais, des boîtes qui sont dans mon salon, c'est des boîtes de BD. Tu sais. Ben, puis, tu sais. Mais tu sais, mettons, sur iTunes... Mange tes croûtes. Ouais, toi, c'est comme... c'est je sais, j'ai vu ta collection de BD. Mais toi, t'as-tu déménagé souvent, ces collections-là? Malheureusement, oui. Comme un peu back-à-back, hein, en même temps. Ouais. J'ai pas pris le temps de compter à mon dernier déménagement parce que celui-là, il a fait chier en estime. Ouais, mais le dernier. le précédent, j'avais compté 99 boîtes de livres. Tabarnak. Des grosses Pas boîtes. des boîtes snettes, là. Ouais, Des banker box, parce que ça peut pas être trop gros, une boîte de BD, parce qu'à un moment donné, Non, tu peux mais pas la lever. des bonnes affaires de, Ouais. je sais pas, Une boîte, 15-20 kilos. Là, OK. J'ai pogné des... je pense que j'en ai une soixantaine, mais c'est des petites boîtes que j'ai. Ouais. Puis là-dessus, je me suis débarrassé. J'étais allé à l'échange. J'avais, tu sais, quand des trucs redondants, des trucs que je me souvenais pas que j'avais. J'ai tout le temps cette philosophie-là que si je me souvenais pas que j'avais ça, j'en ai pas besoin. Ouais. Fait que je me suis fait un petit montant qui va m'aider pour mon déménagement. Fait que shout-out Quoi, à- t'es allé à l'échange, puis t'as pas pris le montant en échange? T'es-tu malade? Ben! J'en ai besoin. Ouais, il y a une différence de genre 50$. Que je vais le prendre, moi. Pour vrai, ils m'ont donné un bon montant pour ce que j'avais. J'étais vraiment content. Fait que... Ben, une différence de besoin. 50$, c'est-à-dire qu'ils te donnent plus si tu le prends. Oui, c'est ce que je voulais Oui, dire c'est exactement. souvent ça, Merci. ouais. Ouais, c'est Moi, je suis tout le temps mettons, comme 50 pièces de plus. Qu'est-ce que je plus peux de trouver? livres. Ouais, c'est ça. C'était comme le Homer avec son sous-marin qui comprend pas qu'il faut qu'il arrête de le manger. Tu sais, il est pourri à la fin. Puis là, Marge, elle est comme... Mon père, il m'a souvent comparé à ce Homer-là, C'est très vrai? exactement. Comment il s'appelle déjà ton père? Benoît? Ah. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est une affaire justement que je faisais quand j'étais plus jeune. Genre, je gardais pas les jeux que je finissais. Tu sais, j'allais au microplay dans le temps. Puis Lequel? Celui de... À Candiac. Ah, OK. Pas le mien. Non. Pas celui de J'allais Brossard. au microplay à Candiac, puis j'allais rapporter mes jeux vidéo que je finissais, puis je payais le upsale pour en avoir un autre, mais ça me coûtait jamais très cher, puis je gardais pas. C'est bien rare que je Tu gardais refaisais un pas jeu. tes... Ah ouais. Ben, pas à cette époque-là. Maintenant, maintenant, ils sont principalement numériques, fait que je les garde toutes. Ouais. Mais mais je les garde en format physique, ceux que j'achète. J'étais allé récemment au Rétro Montréal, Ouais. qui est la boutique de Dom Bourret, qui est un des anciens patrons d'Arcade Montréal, qui était le bar arcade sur Saint-Denis. Il existe encore, mais Dom a vendu ses parts. Mais ils ont un super local directement sur Ontario, si je me souviens bien. Ça Non, se sur peut. Hochelaga. Sur Ok. Hochelaga. Je me mélangeais avec l'autre place à Verdun, là, qui a beaucoup de jeux vidéo. Ça se peut dans ouais. celle-là, c'est vraiment dans Hochelaga. Puis c'est vraiment l'expérience qui se rapproche le plus de rentrer dans un vieux clip vidéo. Mhm. C'est super réconfortant quand tu y vas. J'ai vendu mon Power Glove. Ah, Ils m'ont acheté ça 100$ quand même. Ça doit ça devait pas Tu coûter l'as ce pas prix-là. gardé? Ben non, hey, Chris, il y avait plus de poussière dessus. Il était complet. Tu il t'en fonctionnait. sers pas. Je pense que je m'en suis jamais servi. Qu'est-ce que t'as fait avec ton Power Glove? Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon Power Je suis sûr Glove? qu'il le mettait le soir dans l'intimité. Je me déguisais en C'est comme Captain si c'était Planet. pas sa main. C'est pas moi, maman, c'est le Nintendo! C'est le Nintendo qui me force de le faire. Ça marche, oui. Ça fonctionne très bien avec Duck Hunt. Ouais, vas-y, Laurent, qu'est-ce que t'avais de ton J'ai bord? eu des drôles d'images mentales. J'ai deux petites nouvelles de Godzilla. Oui. Aimez-vous Nice. ça, Godzilla? C'est des Moi, nouvelles j'aime ça. massives quand il y a de Oui, c'est des nouvelles. J'ai une autre. Je chante pas fort, j'ai l'impression. J'ai une autre C'est Laurent qui est fort. nouvelle crossover. Une autre nouvelle de crossover, ok. Ouais. Godzilla et beaucoup de crossover, pas juste avec Marvel. Là. Ces Non. temps-ci, il est dans un rampage à travers les États-Unis. Oui, c'est Godzilla versus, mettons, le Texas. Ouais, versus, Godzilla versus Boston, Boston. Godzilla versus. Puis là, il y a comme une affaire parallèle qui est startée avec un truc dont j'avais parlé qui s'appelle le Godzilla Monsterpiece Theater, qui est sorti il y a comme un an, qui est une mini-série de Tom Scioli, qui est en gros un peu pensé à la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, mais
contre Godzilla. Nice. Fait que c'est genre, il y a Jules Verne qui est dans un soupe de robot, puis le gars, le Dorian Gray, du portrait de Dorian Gray. Oui. Puis c'est comme, mais contre Godzilla et Dracula. Fait que là, ça a bien marché. Puis là, ils sont en train de faire des Godzilla versus plein de classiques littéraires. Puis là, Tom Sawyer. Ben là, on annonce en fait Kaiju of Oz. Pour vrai, par contre, ça me parle, ça. Ben, je suis quand même intrigué. C'est ça. Fait que ça aussi, ça sort à l'automne, le 7 octobre, très exactement. Ça va sans doute être une mini-série aussi. Hey, Dorothée, elle va manger une crise de volée. Je pense que oui. Là. En tout cas, à moins que les singes volants, c'est bien épeurant, mais Godzilla, il n'y en a pas grand-chose à battre, d'après moi. Non. Fait que, je sais pas, il va peut-être aller dans le gros champ de tournessol qui en dort. T'as-tu... Je sais c'est pas, peut-être mais- ça, oui. T'as-tu lu la mini-série, c'était Godzilla versus Roméo et Juliette? C'est pas une joke. Ben c'est ça. Tu vois, c'est dans la même sous-série. Là. C'est tout le temps des Godzilla Monster Peace Theater présentes, puis là, c'est Godzilla versus Roméo et Juliette. Mais comment ça fonctionne, cette affaire-là? Je sais l'ai pas, lu, parce que là. les... Pas grand-chose dans la guerre des Montaigu et des Capulets qui peut à côté, à moins que Godzilla tombe en amour Avec un des deux. avec un Je des sais deux. pas. Ce serait malade. Je sais pas. Puis qu'il fasse ça finisse pareil, puis qu'il prend le poison. Je sais pas. Je l'ai pas lu encore, mais tout ça m'intrigue grandement quand même. Là, c'est pas trop clair de quoi ça va avoir l'air, parce que tout ce qui est sorti comme art, c'est un paquet de variant covers qui ont tous des styles différents. Fait que je sais pas. Ça doit être à rentable parce l'intérieur qu'il en de quoi sort plein. Ils arrêtent pas d'en sortir. Ben, écoute, ils ont trouvé une niche auquel personne d'autre avait passé. Puis, Ouais. en tout cas, les gens, ils ont l'air d'en quand même. Aviez-vous déjà vu Bambi meets Godzilla? Oui. Ouais. Le court-métrage. Le petit court-métrage d'une minute des années 60, là, Qui ça m'a rappelé fait ça. très la job, c'est effectivement. très drôle, mais, c'est ouais, écoute. Mais là, tu vois, Godzilla, Marvel, Disney, les mopettes, Ouais. peut-être qu'on aura Ah ouais. la version, parce que là, Disney, ils refont les affaires en live action. Fait que peut-être qu'on aura un live action de Godzilla versus Bambi. Une version mopette de Godzilla serait magnifique. Ah, c'est déjà un genre de mopette. Ah, ben là, il- mais c'est ouais. vraiment comme en feutrine, là. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est ça. Puis sinon, en parallèle à ça, c'est la Toho, donc c'est-à-dire le studio original, le créateur des films Eux autres qui ont de les Godzilla. droits. C'est eux autres qui ont les droits. Ils ont annoncé la création de Godzilla World. Oh. Ce qu'ils veulent faire avec ça, en gros, c'est de faire leur propre Monsterverse, parce que là, Godzilla est dans le Monsterverse des studios Legendary, avec Godzilla versus Kong versus... Et ça continue à rouler en parallèle, mais là, eux, je pense qu'ils se sont dit... Ouais, ça marche, cet univers étendu-là, quoique les Kaiju, c'est déjà un univers étendu, mais là, c'est ça, ils vont appeler ça Godzilla World, puis ils annoncent... Il n'y a rien de nommé, de concret encore, mais des nouveaux films de Godzilla, des nouveaux films spin-off de l'univers de Godzilla et des nouveaux animés dans cette lignée-là. Je sais pas pantoute si ça va... J'attends une suite à Godzilla 99 animé. Ah ouais, bon, tu vois, tu vas l'avoir. Ben oui. Hein? Mais c'est ça, je sais pas, ça dit pas non plus dans quoi ils vont mettre ça. Les derniers Godzilla de Toho, c'est Godzilla -1 et Godzilla -0 qui s'en vient à la fin de l'année, mais qui est quand même tout ça indépendant du original Godzilla, de Shin Godzilla. En tout cas, fait que là, fouille-moi aussi que ça va aller dans cette histoire-là. C'est peut-être encore un énième reboot. Ah, mais j'étais un peu déçu quand t'as dit Godzilla World. Je pensais que ça allait être comme un parc d'attractions. Moi aussi, je de pensais que Godzilla. c'était ça. Je moi pensais que c'était aussi. ça. Puis là, ça t'aurait donné une raison d'aller au Japon. Une autre fois. Un autre manège de Godzilla, j'arrive. Fait, t'as vu, il y a comme un Godzilla sur le cinéma Toho à Tokyo? Oui, Ben oui. j'y étais. Il est Ben oui, allé quand il est j'imagine. allé au Japon. Hey, j'ai une petite nouvelle de G.I. Joe OK. liée à Danny McBride. Je pensais jamais dire ces deux mots-là dans la même Ben, phrase. Danny McBride, il a fait le remake de Halloween. Ce fait que entre j'avais autres, bien aimé, ouais, là, ouais. surtout le premier des trois, là, je trouvais que c'était quand même un bon film. Je sais pas si c'était quoi ton appréciation des deux autres. Là. correct. Je trouvais ça correct, Ouais. mais j'avais bien aimé le premier. C'est un scénariste, c'est un acteur. Puis là, il s'est uni à deux autres scénaristes pour faire un pitch à Paramount
de G.I. Joe, d'un nouveau film de G.I. Joe. G.I. Joe qui est une franchise que Paramount est assis dessus depuis un bout, qui a plus ou moins fonctionné au cinéma, qui ont essayé de ramener jusqu'à récemment, avec un petit teaser à la fin du plus récent film de Transformers. Mais ils sont assis sur de l'or parce que, écoute, ça s'écrit tout seul, je pense, un film de G.I. Joe, bien franchement. Damien McBride est allé les voir parce que c'est un gros fan depuis toujours. Il a encore ses jouets de quand il était enfant dans les années 80. Puis il a fait un pitch autour d'un personnage qui s'appelle Dreadnoks, que je connais pas personnellement. C'est loin mon G.I. Joe lore. Puis finalement, on se dit, ouais, là, on veut relancer ça. Fait que c'est pas sûr, on veut pas commencer à se concentrer sur des personnages tant qu'on n'a pas relancé l'univers. T'as-tu un autre pitch? Puis t'es comme, of course. Puis son pitch, en fait, puis il en a parlé maintenant, c'est que il y a une ville dans les comic books qui s'appelle Springfield. Puis là, je parle pas des Simpsons. C'est une ville qui est peuplée, comme une fausse petite ville américaine dans laquelle tous les habitants, en fait, c'est des personnages de Cobra. C'est toutes des... finalement comme des taupes. Pensez à des Americans, mais c'est la ville au grand complet. Ben, à quoi ça sert si tout le monde est une taupe? Ben, c'est comme ils font semblant, c'est comme hiding in plain sight. C'est un peu ça l'idée. Fait que Duke, qui est le chef des G.I. Joe, se pointe là-bas avec genre d'autres Joes. Et là, je parle pas de saints, je parle de d'autres personnages. Merci Montréal. Puis, ça fait longtemps que j'ai pas entendu j'ai cette expression-là en plus. Ce mot-là. C'est tellement laid. Chose-là. C'est tellement laid. Puis, ben, ils se font embusquer. Puis ils sont pognés. Et tout le film, en fait, se passe dans cette petite ville-là. Fait que, intéressant. Le scénario est déjà complété, d'ailleurs, et il y aura une production qui va commencer quelque part autour de 2027 pour une sortie. OK, ça se fait, là. Oui, ça se fait, là. C'est pas des rumeurs ou la machine qui commence, là. Le scénario est signé. La prod commence en 2027. J'ai pas trop suivi, mais est-ce que la réception a été bonne pour le film de Masters of the Universe? Étrangement, la critique a été super bonne, mais le public était pas au rendez-vous. Ben, j'allais dire, c'est un peu la même catégorie de genre de franchises de jouets au cinéma. Genre des gens du monde de mon âge qui veulent juste revivre leur enfance à travers le cinéma. Il paraît que c'est Red Letter Media a donné une bonne critique au film. Fait que ça te donne une idée. Moi, j'ai étonnamment eu d'excellents commentaires. Ben écoute, si ça sort en VOD, ça pourrait être la chose qu'on parle la prochaine fois. Ça pourrait être le fun. Ouais. Ça pourrait être cool. Antoine voyez, c'est pour ça que ça n'a pas marché au cinéma. C'est parce que moi, je suis pas allé le voir, c'est pour ça. Déjà, là, cette semaine... Oui, t'as-tu eu le temps d'aller voir le film, finalement? J'ai vu le film, imagine. Tu l'as vu, finalement? T'étais pas supposé voir le film. Non, je sais, puis j'ai on réussi. en parle. T'as-tu gardé ta facture? Oui. Laurent. Parce que j'ai fait un double bill que j'ai payé les deux films, bien sûr. T'es allé voir quoi d'autre? Fait que c'est pour lequel que t'as payé. J'étais allé voir Disclosure Day. Oh my God. T'as pas écouté l'émission avec Laurent, avec j'ai écouté après, je voulais pas me spoiler. J'aurais dû l'écouter avant. C'était quoi ton opinion? J'ai passé un bon moment. Tout le monde dit ça. Mais pour vrai, j'ai passé un bon moment, mais c'est parce que le moindrement que tu réfléchis 2 secondes en sortant de la salle, t'es comme, hey, c'est pas bon ce film-là. Non, c'est pas bon. C'est vraiment, j'ai trouvé ça tarte. Le monde qui aime trippe vraiment dessus. Ouais. Puis il y a beaucoup de monde, que je respecte beaucoup qui ont aimé ça. Ah, que je respectais, mais que mais non, je trouve que le scénario, il aurait pu faire 2-3 tours de... Il aurait pu resserrer ça un petit peu. Pour elle, c'est maigre et bancal. Mais il sait comment faire la job. Il est bon, il y a des bonnes séquences. Allez voir l'émission 950. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, là, on a fait notre appréciation à la fin. Ton expérience a été comment au cinéma? Parce que nous autres, c'était en 70 mm, fait qu'il n'y a pas eu vraiment de trou de cul. C'était parfait. Écoute, je pense que le film est en fin de vie parce qu'il n'y avait plus grand monde. C'est ça, j'adore ça, c'est le fun ça. Ouais, c'est fun. Moi, quand un film de Steven Spielberg fait pas son argent. Ce que je dis, c'est que l'expérience cinématographique est bonne parce qu'il n'y a personne dans la salle. Ouais, il y avait genre 10 personnes, gros max. Ça allait, là. Bon. Puis moi, j'ai pas des bons yeux, puis j'aime ça m'asseoir proche de l'écran. C'est vrai, c'est vrai. Rarement des gens qui m'allume un téléphone en face. Je soupçonne que c'est pour ça que t'aimes aussi les kaiju au cinéma. Ah, parce que tu vois bien. Je le vois bien. Pas comme quand je regarde le hockey, là, et où la poche. Et où la poche. Moi, non, mettez-moi un gros kaiju, là, je comprends. Moi, je soupçonne depuis des années que les caméramans au golf, quand le gars part le swing initial, là, il fait juste lever la caméra, puis il peut pas la suivre. Moi, à chaque fois que je regarde l'écran, je suis comme, il va où, là? Comment il la suit? C'est impossible, c'est impossible. Antoine, qu'est-ce que t'avais de ton bar? J'avais encore des mauvaises nouvelles. Oui. Le studio de... Attends, je vais avoir le nom, là. C'est le laboratoire de développement de pellicules Melz,
qui doit être situé au Studio Melz. C'était le seul studio de développement de pellicules au Canada. Et là, il va fermer ses portes. Fait que ça veut dire que les cinéastes qui vont vouloir faire des films tournés sur pellicule vont devoir faire développer ça dans un autre pays. Ça va coûter plus cher, puis ça va limiter le nombre de films qui peuvent être faits comme ça. Puis, au cas où vous vous demandez, il y a quand même encore environ la moitié des films qui sont filmés sur pellicule. Je me demandais, la moitié quand même. Ben, au Québec, un peu moins, là, c'est sûr, mais il y a quand même, Folichonnerie d'Éric Kaboulian a été filmé en 16 mm. Okay. Viking aussi, les films de Chloé Robichaud, Xavier Dolan. Il y a beaucoup de cinéastes. Denis Côté aussi fait bien des films en pellicule. C'est quand même une esthétique que beaucoup de cinéastes et fans adorent. Aime bien, moi, j'en fais partie. On est même allé voir Disclosure Day en 70 mm parce que j'aime le feel de la pellicule. Fait que c'est vraiment dommage parce que ça veut dire qu'il va y avoir moins de films filmés sur pellicule parce que ça coûte cher. Puis déjà, c'était nice qu'il y en avait autant, mais là, il va en avoir moins. Mais comme la moitié, tu dis que c'est quand même beaucoup de monde qui passait par là. Fait que mais si tu regardes les films hollywoodiens, là, c'est que tu t'en rends pas compte, tu le sais pas, mais si tu vas sur la fiche technique, tu te rends compte que Supergirl, ça a été filmé en numérique, mais mettons, les films de DC plus gros sont filmés sur pellicule habituellement. Les affaires, les Justice League. Les films de Zack Snyder sont tous filmés sur pellicule. Michael Bay filme encore tout sur pellicule. Steven Spielberg, évidemment. Fait que, parce que quand tu as un budget assez gros, la différence entre le numérique et la pellicule est très minime. Mais sur un film qui coûte $1 million, ça se peut qu'il y ait une grosse partie de ton budget. Exactement. Tu gruges un peu plus. Fait que c'est ça qui ferme. C'est ça qui ferme. Fait que c'est désolant. Fait qu'il va falloir faire affaire avec les États-Unis ou d'autres pays. Puis c'est ça. Ça va réduire un petit peu le... C'est ça. Mais tu sais, il y a quand même un faute de intérêt. Trudeau encore, ça. Mais il y a quand même un intérêt encore pour les films sur pellicule. À Montréal, on a toujours un film qui joue en 70 mm à tout moment. Là, ils ont même réparé le projecteur IMAX 70 mm. Ben, à tout moment. Il y en a comme, je sais pas, là, 4-5 par année. Tu parlais de ça, je pensais qu'il y en avait tout le temps un, mettons. Il y en a tout le temps comme un, mais c'est parce qu'ils jouent des longues runs. Il y a eu Disclosure Day, là, il y a The Odyssey qui s'en vient, mais avant ça, il y a eu... c'est ça, celui que tu disais qu'ils ont réparé le projecteur à cause de The Odyssey, right? À cause de The Odyssey, ils ont réparé le projecteur IMAX 70 mm. Qui était où? Qui était au Scotia Bank? Qui était au Banque Scotia aussi, mais il y avait un projecteur 70 mm standard puis un projecteur IMAX numérique. Là, ils ont réparé le projecteur IMAX 70 mm. Fait que ça va permettre... c'est une plus haute résolution du 70 mm standard parce que l'image est plus grande. C'était une image 1.43 par 1, c'est quasiment un carré. Tandis que du 70 mm standard, c'est plus un widescreen. C'est très technique tout ça, là, mais ça va faire en sorte qu'on va pouvoir aller voir des films en IMAX 70 mm avec différents aspect ratio pendant le film qui changent. Puis The Odyssey, ça va être le premier. Fait qu'il va jouer en 70 mm standard et en IMAX 70 mm en plus de tous les autres formats. Fait que c'est nice pour les nerds comme moi. Cool. Merci Antoine. Qu'est-ce qui restait toi Laurent de ton bord? Je vais vous parler d'une BD. Tu lis de la bande dessinée, toi. Ça m'arrive. C'est passe-temps. En fait, c'est parce qu'on a reçu, des fois, ça arrive, là, qui sortent des albums qui sont des histoires uniques et que des années plus tard, il y a une suite, puis on l'avait pas vu venir. Puis là, ça m'est arrivé récemment pour un album que j'adore, c'est-à-dire une BD qui s'appelle Offices and Humans, par un Finlandais qui s'appelle Ruup Eronen. Aucune idée, c'est bien prononcé. Mais en gros, Offices and Humans, si vous comprenez bien le titre, c'est des jeunes dragons qui jouent à des jeux de rôle qui s'adonnent à être des humains dans les bureaux. C'est hot, c'est donc bien comme idée. Pour vrai, l'idée est vraiment bonne, puis c'est vraiment fait, bon, je veux dire, c'est une bonne blague, mais c'est quand même fait avec sérieux. Fait que là, il y a un nouvel album de ça. Chacun des deux albums, le premier, c'était en 2014 en français. Ça fait longtemps, un bout, c'est pour ça que je m'y attendais pas. Puis là, il y a un album qui s'appelle Startup Extension. Puis là, c'est encore là deux histoires, c'est-à-dire que là, les jeunes dragons, ils jouent à un jeu de rôle qui est... tu gères une compagnie de business de nettoyage. OK.
Puis là, chacun a sa fiche de personnage. Il y en a un, c'est un nouveau, c'est sa première journée. L'autre, que c'est le boss. L'autre, que c'est l'employé qui est plus là. Puis là, c'est genre, bon, j'arrive à la destination, je veux passer l'aspirateur. Lance un dé. Ah non, ton aspirateur a brisé. Faut que tu ailles le faire réparer. Là, comme, OK, en attendant, je vais passer comme l'essuie-tout là-dedans. Ah, t'as raté ton jet de dé. Tu fais pas une bonne job. Le client, il est pas content. Il te recommande pas. Puis là, c'est comme ça, mais comme... Ça va vraiment loin. Wow. Puis là, dans la deuxième histoire, il se trouve un genre de jeu de cartes. C'est vraiment comme des cartes Magic, mais comme justement d'entreprise start-up. Il faut que ton entreprise fasse plus de ventes que l'autre entreprise. Puis c'est genre une entreprise de système d'alarme, puis une autre affaire plate, là, comme ça. Mais je sais comme... Puis ça devient tellement compliqué avec des bonus, des malus. Puis là, comme il faut que je joue ça à chaque tour. Puis là, comme faut pas que j'oublie de payer cette taxe-là. Mais c'est vraiment comme... C'est super intelligent, super créatif. C'est vraiment nerd. Je pense que... Tu sais, ça peut pas parler à quelqu'un qui n'a jamais joué à Donjons et Dragons, maintenant. Il faut que tu aies une petite base. Mais ça me parle. Ouais, non, mais c'est ça. Je suis comme... Nous, le premier, c'était déjà un album qu'on suggérait vraiment souvent à des fans de jeux de rôle, là, parce que le concept est juste... Dans le premier, il y a un bout là où genre c'est vraiment comme... T'es dans des cubicules, t'es dans des bureaux, puis là, tu sais, genre, je vais faire une photocopie. Ah, t'as mal jeté ton dé, tu rates ta photocopie. Puis là, il y a un personnage qui reste pris, comme fait un tir critique, puis il est comme pris à jouer à Sonic sur les heures de bureau, mais pendant plusieurs pages, parce qu'il est pas capable de sortir de là. Il joue quoi, sur Game Gear? Genre sur un émulateur, sur son ordi, genre quelque chose genre. Mais genre, eux, leur vie normale, c'est de se battre contre des chevaliers, mais quand là, en fait, tu sais, on les voit jamais, on les voit juste arriver, c'est vraiment comme des enfants qui jouent, puis qui arrivent à la maison de leur ami, juste que c'est des petits dragons, puis haut de tête, genre. C'est quoi le style visuel, ça ressemble à quoi? C'est quand même cartoon indie, mettons, là. Ça ressemble à quoi ça pourrait ressembler? Pas, c'est pas un dessin de carte Magic. Okay. C'est plus amateur que ça, mettons, mais c'est ça. Le but, c'est pas tant le dessin, mais le concept est vraiment bon. OK. Fait que il y a ça. Titre, s'il te plaît. Offices and Human, Startup Extension, mais les deux sont vraiment excellents. Le titre est en anglais, vous le vendez en français? Ouais. Okay. Cool. La BD finlandaise avec un titre en anglais, il faut savoir. OK. Il y a beaucoup de diversité. Une petite nouvelle triste, puis je pense qu'on va partager cette nouvelle-là. Les deux, en fait, ça a été annoncé aujourd'hui, quoi qu'on s'en doutait depuis un moment. Xbox s'apprête à congédier là, dans les... il y a eu des congédiements aujourd'hui, mais 3200 de ses employés, c'est une grosse quand même partie de sa force de travail. On parle ici de gens qui travaillent dans différents studios, dont des studios qui vont être, entre guillemets, radiophoniques ici libérés. On parle de 4 studios qui sont libérés, d'autres qui vont tomber dans des restructurations, et il y a des annonces qui vont se faire au cours des prochains mois. Ici, ce qui est intéressant pour nous, surtout à 2 niveaux, c'est que Double Fine, qui est le studio du gars qui a créé Grim Fandango, hein, tu te souviens? Oui. Ce dude-là, son studio ne sera pas fermé comme il avait été. C'est eux qui avaient fait les Psychonauts aussi. Exactement. Je pense que c'est Tim Schafer, son nom. Tim Schafer, ouais. Donc, son studio redevient indépendant. Bien sûr, ça vient d'une restructuration, donc probablement de la perte d'emploi, mais pour l'instant, le studio est libre. Et sinon, moi, je pense surtout aux gens de Compulsion Games, qui est un studio de Montréal qui avait été racheté justement par Xbox dans les dernières années. Dont notre ami. Dont on a 2 amis, en fait, qui travaillent là-bas. Fait que je sais que c'est des moments très stressants pour eux autres. Donc, pour l'instant, ils sont toujours sur le payroll, mais ça veut pas dire que c'est chose faite parce que, encore une fois, t'as pas Xbox qui vient supporter tes activités. Donc, il va probablement y avoir des congédiements éventuellement. Mais ça reste à être confirmé. Sinon, il y a plein de studios, là, Ninja Theory, Undead Labs, qui vont être rachetés. On ne sait pas par qui. Puis il y a un studio que je connaissais pas qui s'appelle Arcane Lion qui est en consultation. C'est eux qui ont fait les Dishonored puis Prey aussi. Bon. Ouais, c'est des gros studios, il y a même id Software là-dedans que ça va affecter. Il y a Blizzard, il y a King, il y a Xbox Games, là, il y a plein de gros studios là, qui ont été rachetés récemment ou qui faisaient partie de l'empire de Xbox depuis longtemps, qui vont fermer leurs portes. Là. C'est complètement aberrant. Puis tout ça s'inscrit dans une espèce de restructuration corporative dans laquelle ils veulent absolument
absolument juste produire des gros jeux qui vont rapporter vraiment, vraiment beaucoup d'argent, des vaches à lait. Là, puis des AAA, là. Ouais, c'est ça, les Halo et compagnie, là, ça va être ça, là, leur ligne de jeu. Fait que c'est vraiment triste parce que ça apportait énormément de financement pour des studios qui faisaient des jeux beaucoup plus indépendants, ben pas indépendants littéralement, là, mais créatifs, des IP originaux. Fait que c'est vraiment, vraiment dommage, c'est vraiment triste tout ça. Puis tout va vers un genre de monopole des compagnies en général, autant au cinéma que dans les jeux vidéo. Là. Puis ça a commencé avec Microsoft qui achète Activision, Activision Blizzard, je sais plus, là, c'est rendu toute une grosse compagnie. Conglomérats, je comprends rien. C'est ça, exactement. Fait que ça laisse moins de place pour des petites affaires, puis beaucoup, ça va juste être une genre de monoculture du jeu vidéo, puis c'est pas bon. Ça, c'est 20 millions qui avaient été investis dans le système des studios récemment, dont 69 seulement pour l'Activision Blizzard. Fait que tu sais, puis là on parle de milliards, pardon, pas de millions, on parle de milliards. Donc là, ils ont cité que le gain était seulement de 3% au niveau des profits, c'était pas assez. Fait que psychopathe font ce que psychopathe do. Fait qu'ils ont crissé la hache dedans. Des milliers de personnes qui perdent leur job. 3%, c'est quand même du profit. Et où le problème? Il n'est pas assez. C'est pas assez parce que ils font tellement plus d'argent avec Office puis Windows qu'ils font avec des jeux vidéo, mais tu sais, c'est bien de diversifier son offre aussi. Fait que bonne chance, vous êtes en jeu vidéo. On pense à vous autres. C'est vraiment chiant. Écoute, je pense pas qu'Ubisoft, ça va super bien non plus. Ça fait longtemps qu'ils ont sorti des gros titres qui ont fonctionné. Puis l'industrie, de façon générale, en tout cas, du matériel, des consoles comme telles, les PC, tout coûte plus cher à cause de l'espèce des compagnies data center qui s'accaparent de la mémoire. Donc, ça booste les prix. Tu sais, à un moment donné, la classe moyenne, là, elle n'existera plus, là, si je comprends. Il y a des choses qu'on ne pourra plus se permettre, puis peut-être c'est de la bonne chose, parce qu'on ne pourra plus fournir à ce système-là qui n'arrête pas de coûter de plus en plus cher à pouvoir participer dedans. Ben, tu sais, je l'ai dit tantôt, mais GTA 6 coûte 110 $. C'est fou, 110 piastres. Là. Fait qu'imagine les consoles de la prochaine génération, combien ça va coûter. T'sais. Mais là, j'ai l'impression combien d'heures de jeu, mettons? Non, il va en avoir... ça va être... il va avoir c'est ça l'affaire, c'est que ça devient quand même rentable. Il y a pour vrai des impacts sur l'économie qui vont avoir lieu à cause de la sortie de ce jeu-là. Le monde, ils vont prendre congé. C'est sûr, man. C'est certain. Il y a des divorces qui vont... mais il y a toujours eu des jeux de cette ampleur-là. Juste le 5, mettons, il y avait autant d'heures de jeu. Red Dead Redemption. En tout cas, les JRPG, t'en as toujours pour une centaine d'heures. Puis... C'est toi qui m'as dit qu'il avait joué à Star Wars Outlaws récemment? J'ai commencé. J'ai pas accroché malheureusement, mais j'ai pas joué assez pour dire que je vais faire une critique. Mais je trouve... c'est ça. J'ai pas encore assez d'opinion. J'ai joué genre 3 heures. OK, c'est bon. C'est un dernier truc, toi, là? On t'a fait le tour? Hey, j'ai juste une petite affaire parce que c'est l'ensemble de la culture populaire. Yes. J'ai vu une nouvelle comme quoi, à Jalisco, au Mexique, il y a un vigilante qui s'appelle... je pense pas qu'il se fait appeler comme ça, mais on l'appelle le Mexican Batman ou le Batman de Lagos de Moreno, qui a au moins à 5 reprises différentes pogné sur le fait des voleurs de moto qui les a comme accrochés et duct-tapés après des lampadaires. Comme Spider-Man des années 60. En leur dessinant genre des moustaches d'en face puis en leur écrivant latero, ce qui veut dire voleur en espagnol, d'en face. Fait que voilà, prenez la justice dans vos mains. Je trouve ça divertissant. Tu sais la toune à la fin de Dark Knight là, de Christopher Nolan, tu sais quand il y a un speech en voix off puis on dit on n'a pas le héros qu'on mérite. On a le héros qu'on mérite en fait comme ça. Puis pas celui qu'on a... Ah, j'ai oublié. Anyway, c'est épique. Ouais, c'est épique. C'est pas comme je l'ai dit, c'est épique. On a celui qu'on mérite, pas celui qu'on veut. Qu'on a besoin. Quelqu'un qui a mis ces nouvelles-là, puis il y avait cette tonne-là qui jouait en background, malade. C'est sûr. Avec les gars comme TP. Puis tu sais, pas TP à moitié. Là. Non, genre seule l'arrivée de la police peut les déloger. Oui, et probablement les pompiers. Mais tu sais, en même temps, il faut que tu restes quand même immobile un bout là, pour que... c'est dangereux. C'est ça que je comprends. Moi, comment tu fais pour faire ça? Ça prendrait un behind the scenes. J'aimerais qu'on le capture sur le fil pour voir comment tu duct tape un gars à un poteau. Il y a peut-être une technique, man. Il n'y a pas de visibilité sur Internet où il a fait des messages. J'ai pas vu de statement. Il n'y a rien réclamé. Tu sais pourquoi cibler les voleurs de moto principalement? Parce que
Et sûrement que c'est fait voler. Ses parents sont fait tuer par un tueur de moto quand il était jeune. Oh non. Ses parents, c'était une moto. Ses parents étaient une moto qui s'est fait voler, puis il recherche. Ouais. Allez, on prend une petite pause, messieurs, parce qu'on a quand même un film à parler. Juste avant, je vous fais les annonces d'office. Allez, laissez un message vocal, le lien dans le descriptif de l'émission. Puis, si vous avez la chance de donner au Patreon des Mystérieux Étonnants, il y a du contenu qui s'en vient quand j'aurai fini de déménager de cet appart qui est bâti sur le Hellmouth. Comme dans Buffy, hein. Donc, patreon.com/mystérieux. Le lien est aussi dans le descriptif de l'épisode. Merci pour votre patience pour ceux et celles qui donnent déjà, parce que tout le monde et sa mère a un Patreon et ça devient coûteux à la longue, mais c'est fort apprécié. Sachez que tout ce qui est amassé est réinvesti dans le projet des Mystérieux Étonnants. Quand tout roule comme du monde, vous avez accès à Bifurcation, qui est un podcast exclusif pour les membres Patreon auquel, Antoine, tu as participé. J'ai dit la chance, mais... Ben oui, j'ai eu la chance. Ben, ça a été ma porte d'entrée. C'est la gateway. Regardez où je suis maintenant. Le main roster. Le nouveau Jake, le nouveau Gauthier. C'est quoi? Qui est-il? Donc, c'est ça, mais il y a quand même presque 200 épisodes de Bifurcation. Là. Je pense qu'il y en a même plus que 200. L'archive au complet est disponible à partir du moment que vous donnez au Patreon. Puis si vous voulez avoir accès au Discord des Mystérieux Étonnants, à partir du moment que vous êtes Patreon, écrivez-moi à travers la plateforme, puis je vais vous envoyer un lien. Discord, c'est une plateforme qui est utilisée par les gamers, aussi par les communautés en ligne. C'est des communautés qui sont fermées, pas dans le sens qu'ils sont fermés d'esprit, mais plus sont fermées à l'extérieur. Donc, ça permet un peu de filtrer. On n'aime pas ça, les nouvelles affaires. Les étranges, on n'aime pas ça, là. S'ils parlent pas comme nous autres. Donc, c'est une communauté sur laquelle, c'est de l'ironie, on échange des articles, on écoute de la lutte. Hier, on a écouté le dernier ou le plus récent pay-per-view de AEW. On écoute des films durant Halloween. C'est une super de belle communauté que je consulte plusieurs fois par jour. C'est vraiment très cool. Fait que ça vient avec le perks de votre contribution Patreon. C'est vrai que c'est comme l'Internet, mais sans trou de cul. Il paraît. Ouais. Il y a un homme j'ai déjà entendu plusieurs fois. Ça, oui, c'est vraiment comme ça que je le présente. Puis d'ailleurs, c'est ça, il y a souvent des discussions autour des épisodes qui sortent. Oui, je vais interagir sur Facebook et autres, mais moi, c'est ma plateforme préférée. Les gens qui y sont très, très cool et très motivés. Puis, merci pour les commentaires que vous avez donnés concernant l'épisode de la semaine dernière que j'ai fait avec mon ancienne collègue de Monsieur Net, Lynn Boutillette. C'était vraiment cool de la retrouver. Et il y a des auditeurs qui nous écoutent en ce moment, qui étaient des fans de Monsieur Net dans le temps, il y a 11 ans de ça. Fait que c'est quand même quelque chose de voir que 11 ans plus tard, il y a encore des gens qui... Attends, il y a 11 ans, Monsieur Net jouait encore? Ça a fermé en 2014, 2015. Ah ouais, ok. Non, excuse-moi, 2014, ouais, 2014-2015. Fait que ça fait 11 ans. Ah ouais, ok. Ouais. Fait que voilà, c'est ça. On est sur Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont sur notre site internet. Fait que c'est ça. On revient dans quelques instants avec Supergirl. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'un film, un film basé sur un personnage de DC Comics, d'où l'état émotionnel de Laurent en ce moment. Il est très content. On parle de Supergirl, de Greg Gillespie. Comment tu dis ça, ce nom-là, Antoine? Moi, j'aurais dit Gillespie, mais je suis vraiment pas, je sais pas. Mettant en vedette Millie Alcock, David Corenswet et Mathias Schoenerhardt. C'est le gars qui a des studs d'en face. Ouais. Ouais, je sais pas. Schoenerhardt. Ah, attends, ça dit Schoenerhardt. OK, c'est bon. Donc, on s'entend, c'est comme une semi-suite du film de Superman de James Gunn qui est sorti il y a presque un an maintenant, de ça. En fait, qui était excellent. Qui était très bon, que j'avais bien aimé. Donc, on suit le personnage de Supergirl qui, contrairement à Superman, a connu une portion de la population de Krypton. Donc, elle a été évacuée vers la Terre comme son cousin, mais elle a des souvenirs, puis tout ce qu'elle a connu, tout ce qu'elle connaissait s'est évaporé, tout le monde est mort. Donc, elle a des traumas. Mais contrairement à Superman, elle n'embrasse pas nécessairement le côté héroïque de ses pouvoirs sur Terre. Elle décide plutôt d'aller sur différentes planètes à travers le cosmos où il y a des soleils de différentes couleurs, dont rouge, qui vont réduire ses pouvoirs, parce que ça, c'est un des trucs dans la mythologie de Superman qui peut réduire le pouvoir des Kryptoniens. Mais augmenter sa capacité à boire de l'alcool. Exactement, c'est ça. Fait qu'elle veut aller se saouler, en fait. Être affectée par l'alcool. Ouais, voilà. Elle veut être affectée par l'alcool pour composer avec ses traumas. Puis là, elle va... met dans sa direction... un personnage qui, sa famille a été tuée par dude générique avec des studs d'en face, parce que film, puis elle va laisser l'assister dans sa quête de vengeance. Puis il y a une épée qui a une certaine signification mythologique. Exactement, parce que cette épée-là était fabriquée par le père de la jeune fille que Supergirl décide d'aider.
Ouais. C'est ça. Puis tout ça est librement inspiré d'une BD de Tom King, Supergirl, qui est superbe, qui paraît qu'elle est vraiment bonne, que j'ai acheté mais que j'ai pas encore lu, qui éventuellement peut-être on va... que j'ai lu la semaine passée. Puis ça ressemble-tu beaucoup au film ou pas? La prémisse, oui. Le traitement, non. Le traitement, absolument pas. OK. On vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, on spoil. Donc, vous n'avez pas vu le film encore. Si vous voulez l'écouter, vous pouvez attendre 2 semaines, il sera en VOD. Là. Mais tu sais, c'est très difficile à spoiler comme film parce que c'est comme les vous beats, savez c'est quoi. les là. plus vous l'avez déjà vu. Tu sais, on parle du superhero fatigue, là. Puis moi, je regarde pas beaucoup de films de super-héros, là. Puis déjà là, je trouvais que c'était crissement réchauffé comme film. Là. Il n'y a absolument aucune surprise dans ce film-là. C'est juste paint by numbers, super-héros. Fait qu'Antoine l'a aimé. Fait que toi, Laurent... Je suis assez d'accord. En fait, j'ai pendant quelques jours essayé de me formuler une opinion. Puis la vérité, c'est que j'en ai pas. Ouais, je comprends. Dans le sens que le film fait la job. Là. C'est pas dégueulasse, mais c'est juste la même affaire que tout le temps. Tu sais, si ça c'était sorti en 2008, ça aurait été malade. Ça aurait été un très bon Marvel. C'est parce qu'on en a vu d'autres. Ouais, mais c'est ça. Fait que c'est juste comme pas d'opinion. C'est un film qui s'est passé. J'ai été diverti sur le moment. Dans une semaine, je me rappellerai vaguement de rien. Nous, on l'a vu il y a plus d'une semaine que ça, puis on a de la misère à s'en souvenir. Les deux, on est allés voir ensemble en 70 000 mètres. C'est pas vrai? Non, pas celui-là. Hey, non. Non, mais moi, rapidement, mon appréciation, j'ai pas trouvé ça dégueulasse. J'ai eu du fun. Et là, c'est un point positif. Ça fait penser à un Guardian of the Galaxy. Ouais. Dans l'esthétisme, dans le ton, dans le choix un peu même scénaristique. Puis je trouve que tout le monde fait une job adéquate, à part le générique dude que Krem, qui est le gars avec des studs d'en face. Je le trouve absolument boring. Mais ça, c'est une affaire qui a changé de la BD, mettons. Ouais. Je sais pas. Ok, Krem, c'est pas Jason Momoa. Non. Le méchant. C'est pas Lobo. Mais sinon, j'ai trouvé ça adéquat et sans plus. Je trouvais que tout le monde était bon-ish, puis correct. Mais j'ai pas été... C'est tout. C'est pas un mauvais film. C'est bien réalisé. C'est vraiment pas un mauvais film. C'est pas laid comme film. Les acteurs sont très bons. Ouais. Moi, je trouve que le Supergirl, Millie Alcock, est super bonne. Ouais. Il y a des super bonnes chansons aussi dans le film. C'est toutes des tunes chantées par des filles. Oui. Des bandes de filles. Là. Beaucoup d'affaires style Riot Girl un peu. Ouais. C'est là que ça fait très Guardian de Galaxy. Même dans la direction artistique, ça se passe dans... Il y a plusieurs communautés spatiales d'extraterrestres avec des différents véhicules, puis des créatures, plein d'affaires. Ça fait penser à Guardian of the Galaxy. C'est très proche de l'esthétisme qu'on a vu dans les autres films. Même au niveau presque de la palette de couleurs, je trouve, par moment. Fait que puis tu sais, c'est pas James Gunn bien sûr qui l'a réalisé, mais c'est clairement il y a sa patte là-dessus parce que lui qui co-gouverne DC Studios, donc James Gunn a eu son mot à dire dans la production de ce projet-là. Je veux pas dire que c'est un sous-Guardian, mais c'est un film qui manque terriblement de sa propre identité. Puis il y a un moment vers la fin, milieu du film où là, je me suis perdu. Là. J'étais plus embarqué du tout. C'est que le film s'épuise à un moment donné. Ça dure juste 1h45. C'est vraiment pas très long, mais je l'ai filé plus long que ça parce qu'il y a trop de beats d'histoire. À un moment donné, c'est comme, OK, on va à telle place, il faut aller à telle autre place. Puis là, à un moment donné, j'espérais que ça soit la dernière place, mais il y avait toujours une autre place après. Rempli de créatures, le fun. C'était des créatures marionnettes un peu. Il n'y a pas trop de CGI, me semble, dans mes souvenirs. Pas dans les marionnettes. Non, pas dans les créatures. C'était cool. Là, c'était comme être il y avait une scène, c'était vraiment, t'étais comme à la cantine de Mos Eisley. Oui. Ça fait très Star Wars. Star Wars ou le dernier Ant-Man, le 3e. Par contre, toute la musique qu'ils jouent là, c'est du jazz des terriens des années 50. Puis j'étais comme, ils ont pas... Dans tous les cabarets de la galaxie, c'est les mêmes 3 tunes. C'est le temps que les ondes se rendent à eux. C'est ça. Et c'est bon, Cheek to Cheek. Là. Excellente chanson. Mais je suis au fin fond de la galaxie, c'est encore ça. Tabarnouche. Puis il y a eu... Tu sais, je sais je trouvais ça intéressant comme idée. Le Superman ou Supergirl, dans ce cas-ci, si elle boit, elle ne peut pas tomber saoule parce que, trop un gros métabolisme. Exactement. Fait qu'elle décide d'aller ailleurs. Je pensais que ça allait jouer plus une incidence sur l'histoire, son style, les traumas, puis... Puis le fait que des fois, elle peut se battre contre des ennemis qui sont presque à puissance égale parce qu'elle est sous un soleil rouge. Puis des fois, non. Mais son power set est un peu all over the place, qu'importe sous quel soleil elle est.
des fois, j'avais de la misère à saisir l'étendue Mais de son moi, pouvoir. même quand elle est à full puissance, Voilà. je trouve qu'elle mange une méchante Ben, volée c'est tout ça. le temps. C'est ça que je trouvais. T'es pas supposé torcher tout ce monde-là bien plus vite que ça. Je me demandais où est-ce qu'on était par rapport à son power set. C'est du nitpicking de nerd, là, mais... Mais c'est parce qu'il y a des planètes avec 2 soleils. Fait que là, c'était comme... Peut-être que c'est comme une combinaison des deux. Tu sais, à un moment donné, à la fin, il l'amène sur une planète parce que c'est une planète qui a un soleil vert. Ouais. Parce que c'est comme la kryptonite, mais... Soleil vert. Oh, ouais, c'est vrai. Quel délice. Mais c'est la planète où il y a le soleil vert et le soleil qui donne ses pouvoirs. Ouais. Les deux, c'est la même Fait qu'elle est planète. peut-être un peu affaiblie par rapport à son Aftermath, expérience. Oui, mais en même temps, c'est cave parce que tu l'amènes c'est à la cave. place où est-ce qu'elle va être soit vraiment puissante ou à l'article de la mort. Mais genre, ça dépend de l'heure de la journée. C'est du edging de kryptonien. Moi, là, dans la vie, je connais pas ça d'ici. Puis Supergirl, tu sais, avant de lire la BD Woman of Tomorrow, là, une semaine, c'est mon premier contact, mettons. Je sais pas c'est quoi la personnalité de Supergirl. Puis on m'a dit que... Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas aimé la BD parce que c'était pas Supergirl, mettons. Ben, Tom King, c'est un Elseworld. Fait que il peut faire ce qu'il veut. Mais, tu sais, moi, j'arrive au film puis je sais pas c'est qui... Je sais pas qu'est-ce qui est supposé être. Je sais pas c'est supposé être quoi. Ses pouvoirs, je présume qu'ils sont les mêmes à peu près que Superman, mais je sais pas qu'est-ce qui est supposé représenter ou quoi. Fait que je sais pas si c'est une bonne itération, mettons. Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai lu du Supergirl dans les années 90, pardon, 70, j'étais pas vivant encore. Mais c'était même pas la vraie Supergirl, c'est ce qu'on appelle Parallax, là. C'est qu'il a pris l'apparence de Supergirl, là. C'était messy un peu dans ce moment-là, dans les BD. Ouais. Mais, tu sais, je sais pas, c'est une ado là, à deal comme avec ça. Je sais pas comment. Ben, tu sais, c'est ça. Elle a un trouble d'adaptation à son nouvel environnement puis à sa mission, là, tu sais, parce que Superman, il est vraiment all-in dans son espèce de mission de comme, faut utiliser ces pouvoirs-là pour sauver l'humanité parce que l'humanité vaut la peine d'être sauvée. Puis elle est comme, ben, je suis pas sûr, ça. Puis je suis pas sûr que ça me tente non plus de faire ces affaires-là. Ouais. Puis, tu sais, elle a un trouble d'adaptation parce qu'elle a vécu une partie de sa vie sur sa planète. Puis Superman, lui, il la connaît pas. La planète, il l'a jamais vraiment vue. Fait que il y a pas tout ça qui brasse dans sa tête, mais ça aurait pu être tellement plus intéressant considérant toutes ces choses-là. Ouais. Puis très peu de crypto. Tu sais, crypto était surtout dans Superman, pourtant c'est le chien de Supergirl. Dans cette fois-ci, il est empoisonné. Puis c'est ça sa motivation d'aider la jeune fille, c'est d'essayer de récupérer l'antipoison que. C'est vrai qu'elle s'en crise de tout sauf son chien. C'est comme John Wick. Oui, mais en plus, c'est ça. C'est John Wick dans l'espace. Puis aussi, le film aurait-tu gagné quand même parce que Crypto soit pas tout le temps en CGI? Ouais. En marionnette, tu aurais voulu qu'il soit? Ben, en vrai chien. Un vrai chien. Donnez-moi un chien, ça existe des chiens. Puis il est basé sur un vrai chien en plus. C'est le chien de James Gunn, si je me souviens bien. Ah ouais, mais Je trouve que ouais. mettez-les dans le film. Ouais. Ben, il est pas de la même couleur, il est comme brun. Ils l'ont scanné. Puis... OK. Ben, je sais pas, j'ai pas grand-chose à dire parce que c'est bon, mais c'est pas bon. C'est très générique. C'est pas de la merde, là, j'ai déjà vu pire, mais c'est un film que tu veux, on dirait, qu'il soit meilleur qu'il l'est au final. Puis... Ben, mettons que t'as jamais vu un film de super-héros dans ta vie, puis tu commences par celui-là. Ouais. C'est quand même. Tu vas triper, je pense que tu vas avoir du fun. Mais tu sais, c'est parce que vraiment pas très loin de ce film-là, il y a pas si longtemps, il y a eu Superman. Puis ça, c'est comme un très très bon film. T'sais, typique de super-héros, où est-ce que ça coche toutes les cases que tu as besoin que ça coche, mais ça te prend pas pour un cave, genre, c'est pas... en tout cas, je recommanderais Superman. Supergirl, je sais pas. Attendez qu'il sorte en VOD, là. Si vous voulez être complétiste du futur DC. Tu sais, même Lobo est là dans le film, joué par... Ouais, c'est ça. Fait que Jason Momoa est dans le film, mais il joue pas Aquaman. Non. Il joue un autre personnage. l'univers. On a rebooté, ouais. Puis c'est un personnage qui est extrêmement typé dans les comics, là. C'est un gars, on s'entend, il fait de la moto dans l'espace, là. Okay? Puis il y a un cigare. Il y a beaucoup un cigare, hein. Il y a tout le temps un cigare dans la bouche. Puis, mais est-ce que son ajout dans le film sert à quelque chose? Moi, ça, c'est une autre affaire qui me gosse, c'est que il sert vraiment à rien d'autre. À part de faire comme Hey kids, remember Lobo? Non, mais tu sais, comme clairement, c'est genre on va peut-être préparer un film de Lobo. Fait que le voici, vous allez vous en rappeler, tu sais, mais ça sert absolument à rien d'autre. Il sert à rien. Non, mais tu sais, il y a quand même... moi, je trouve Jason Momoa a beaucoup de charisme à l'écran. Puis, tu sais, il est supposé jouer un espèce de gros badass qui tue tout le monde, puis qu'il n'y a pas d'amis, puis tout ça. Puis j'aime quand ce genre de personnage-là, tu sais, tombe sous le charme des personnages du film, puis qu'il y a genre une situation de Ce qui arrive pas vraiment dans le film. Ben, ça arrive un peu, là, finalement. C'est comme, OK, je vous respecte, je vais vous aider, puis ils deviennent des amis. Ouais. Toi, je l'avais oublié ce bout-là. c'est le début, c'est l'incident qui incite leur amitié. Là. C'est quand ils sont au bar, puis là, Supergirl, elle arrive, puis elle essaye de
Je sais pas, là, il y a comme de l'amadouer, mais il revient plus tard. Ouais. En tout cas, c'est ce revirement-là de comme il te le présente comme une espèce de machine à de tuer, badass, puis là, finalement, il est comme... Il est sweet en dedans. Tiens donc. Je peux rapidement, sans spoiler la BD, oui, la BD, je te demandais. comparer les deux, en fait, faire les différences. Là, c'est-à-dire que le film, la prémisse est la même, c'est-à-dire la jeune fille qui est sur une mission de vengeance d'un gars qui a tué son père. Okay. Dans la BD, c'est que son père. Mais puis qui cherche quelqu'un pour mener cette vengeance-là à bien, puis qui tombe sous l'aile de Supergirl. Bon, cette prémisse-là est la même. Par contre, la BD se passe, là, le film se passe en 3 jours, la BD se passe sur plusieurs mois. Et c'est plusieurs mois où les deux sont embarqués, puis elle apprend à connaître Supergirl. Je pense que là, il y a eu les changements, effectivement, à cause que la BD est narrée par ce personnage-là. Puis ce qui fait que c'est plus vraiment une BD de Supergirl. C'est comme elle est là, mais c'est pas elle le personnage principal. C'est pas elle le personnage principal, puis ça devient une espèce de longue contemplation plutôt triste et souvent tragique parce que à la poursuite du et des méchants, ils tombent pas dessus tout de suite, là, ils sont vraiment allés trop longtemps, puis ils passent. Ils vivent plusieurs deuils avec des gens où ce que ces méchants-là sont... Puis les méchants ont été toned down pour le film aussi. Là. Ah ouais? Ouais, dans le film, bon, ils sont des mardes, mais ils ont changé en proxénètes, mettons. Alors que dans la BD, c'est vraiment des génocidaires qui tripent sur éradiquer des peuples. C'est ça qu'ils aiment faire dans la vie, mettons. Chacun son hobby, hein? Fait que... c'est ça, fait que il y a beaucoup aussi de moments où ils suivent les méchants à travers la galaxie puis qu'ils trouvent que des mondes en désolation et des gens tristes. C'est vraiment comme une espèce de réflexion sur la rédemption, sur la vengeance, est-ce que ça vaut la peine, sur ce que tu vas perdre en échange. En tout cas, c'est comme plus... il y a plus de chair... Ça a l'air beaucoup bon, moins de bagarre que dans le film. C'est une BD qui est très aimée aussi. Ça a l'air très bon. Ben, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai préféré la BD au film. Puis là, tu sais, comme je suis comment, vous avez pris la même prémisse, vous avez ôté toutes les bonnes affaires un peu. Je trouve ça un peu bizarre, mais tu sais, en même temps, effectivement, est-ce que tu veux faire un premier film sur un personnage ou est-ce que c'est pas vraiment elle, la personnage, puis que c'est vraiment triste et tragique? Ouais. Je comprends comment c'est pas sexy, tu sais. Comme pour un studio, mettons. Mais c'était-tu le... Ben, c'est le premier film, mais il n'y avait pas une série télé aussi de Supergirl? Oui, mais c'était bien avant, puis c'était ce qu'on appelait le Arrowverse. C'était même pas... C'était pas connecté, là. Ah, OK. Fait que fut un temps, les films de DC avaient leur univers cinématographique puis leur univers télévisuel qui n'était pas connecté, contrairement, mettons, à Marvel. Ce qu'ils font en ce moment, c'est que tout se passe dans le même univers. Ouais. Puis là, DC revient à cette formule-là. Mais à l'époque, c'était comme autre chose. C'est comme trop tard, le rendu là. Les gens sont tannés des films de super-héros, puis c'est là que DC va construire quelque chose. Là. C'est comme, me semble... C'est dommage. Oui et non. Je pense qu'il y a un potentiel d'apprendre justement sur le compétiteur, puis ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Puis c'était une des promesses que James Gunn avait fait quand il a pris la tête de DC Studios, qui a été établi d'ailleurs avec Peter Safran, qui est son collègue. Mais dans toute évidence, sans être dégueu, ça reste très générique Supergirl. Fait que quelque part, ils n'ont pas compris. Si c'est des genres de films comme ça qui sortent tout le temps, ça peut être des films adéquats, mais ça sera pas assez pour faire bouger les salles. Les gens en salle, pardon. Mais bref, ceci dit, si vous êtes allé voir Supergirl en salle puis que vous êtes mitigé, intéressez-vous quand même à la BD. Je pense qu'il y a vraiment plus de chair autour de l'os que ce qu'on a vu dans le film, mettons. Super. Quelque chose à rajouter? Ou on a fait le tour, je pense? Ouais, c'est ça. C'était pas mal ça. Ouais. Merci Antoine, merci Laurent, merci à vous à la maison. On vous rappelle, la semaine prochaine, on va avoir en entrevue Jérémy Larouche et notre ami Nicolas Archambault du Festival Fantasia, parce que le festival commence bientôt, c'est la semaine prochaine, tout ça. Ouais, ça commence le 16. 16 juillet, ouais, c'est la semaine prochaine. Donc, on a bien hâte. Puis Nick, c'est le co-directeur ou directeur de la section asiatique.
Ouais, chose comme ça. Je pense. En tout cas, c'est un des grandes têtes de Fantasia pour la section asiatique. Puis il y avait déjà plein de films dont il voulait me parler. Parce que ça va être enregistré parce que je déménage, moi, samedi. Encore mea culpa concernant le contenu Patreon, ça s'en vient. Une fois que je serai établi dans. Ouais, y a-tu une coupe de Astérix que t'as dans la boîte? Même pas, j'étais. En fait, il est arrivé de quoi? Il est arrivé des trucs back-à-back, en plus du déménagement, alors que j'allais pour enregistrer Astérix. Puis j'ai jamais pu. Puis là, j'ai déménagé. Fait que j'étais dans les boîtes. Fait que c'est arrivé. Fait que merci à votre patience aux gens à la maison. On se voit la semaine prochaine, quand même, d'une certaine façon. Tout le monde. Ciao! Bye!